Encore désolée pour tous ceux qui nous suivent, pour ce petit, problème technique, mais comme vous pouvez nous comprendre, l'émission est en direct sur internet. Ce n'est pas une chaîne de télévision, donc du coup, c'est très, très, très compliqué, la connexion parce qu'on est vraiment au bout du monde, chacun au bout du monde et on fait comme on peut pour pouvoir être en direct et pour pouvoir, délivrer le contenu de l'émission. Alors là, on rentre dans le timing du temps, encore, 2 petites minutes et cette fois-ci, on va se décider, promis, promis de chez promis. Car votre temps nous est tous précieux, étant donné que je vous respecte et que vous respectez votre engagement pour être là en direct avec nous. Nous calerons un programme, je l'appellerai plutôt audio. D'ailleurs, je pourrais le proposer de passer en audio, en appel audio plutôt que de l'interviewer en version audio. Ça peut être aussi une belle option, même si lui, de son côté, par exemple, il n'arrive pas à se connecter. Alors, je vais le mettre en haut-parleur. Si j'arrive à le joindre en haut-parleur. Oui, Miss Lolita. Salut Gigi, j'espère que tu vas bien. Tu es en direct avec moi sur l'audio. Oui. Alors, du coup, si tu n'arrives pas à te connecter, on va peut-être passer au système B. On va peut-être passer l'interview en audio et puis on recalera la prochaine fois notre programme. Et que, pas de souci. voilà, comme ça, au moins, tu pourrais te connecter avec nous avant l'heure du direct. Et au moins, ce souci technique, on ne l'aura pas en direct. Mais merci d'avoir essayé, d'avoir multiplié tes efforts. Ça a permis que les autres voient qu'on est vraiment en train de faire tout pour essayer de se connecter. Et de mon côté également. Donc, du coup, je te mets en haut-parleur. Tu peux saluer ma communauté. Je te mets le plus proche du micro possible. Alors, bonsoir Gigi, bonsoir. Bonsoir. Et vraiment, je m'excuse pour ce souci technique. Hein. Ah. Donc, voilà, notre invité s'excuse pour le souci technique. J'espère que vous acceptez ces excuses. Alors, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous l'entendez bien avec le haut-parleur de mon téléphone. Sinon, je le mets en haut-parleur de la maison. On va voir. Essaye de parler, Gigi, pour le matériel, si on t'entend à voix haute. Allô, tu m'entends? Allô? Ah. Est-ce que tu peux parler un peu plus près de ton téléphone, s'il te plaît? Oui, peut-être. Ah oui, ça peut peut-être venir du micro. Dans ce cas, ça va vraiment être très, très, très compliqué. Vous m'entendez? Ah oui, moi, je t'entends très bien et on t'entend. Je viens de mettre le téléphone le plus proche du micro possible. Tu m'entends? Allô? Alors, problème de connexion, problème de micro. Moi, je t'entends très bien. Ah, tu m'entends très bien. Donc, ça va alors. On peut commencer alors. Comment ça va? Oui, il n'y a pas de souci. D'où tu nous rejoins là en direct actuellement? Là, je suis sur ma page WhatsApp. Hein. D'accord. Et dans quel pays, dans quelle ville, si c'est pas très indiscret? Je suis en France en ce moment. Je suis en France. D'accord, exactement. Tu sais qu'aujourd'hui, normalement, pour le programme de l'invité, j'avais posé des tas de questions que ça m'aurait vraiment fait plaisir de te voir là affiché sur l'écran. Mais ça fait déjà plaisir qu'on ait pu trouver une solution à cette situation en passant par l'audio. Et puis, il y a ta photo de l'affiche qui s'affiche sur l'écran. Donc, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent peuvent aussi t'écouter. Ok, merci. D'accord. Alors moi, je vais aller essayer d'aller un peu droit au but et sauter les premières questions vraiment prévues pour toi aujourd'hui. Donc, on va faire deux choses si tu permets. D'abord, on va parler de tes causes et de ce qui te tient à cœur parce que ça, c'était vraiment le vif du sujet. Et ensuite, on calera une date en direct. On calera une date sur laquelle nous pourrions te recevoir sur nos disponibilités. Ce serait à partir de décembre au maximum janvier où tu pourrais vraiment venir et te préparer pour pouvoir nous rejoindre en direct. Est-ce que ça te convient? Avec plaisir. Ok, d'accord. Alors, parle-nous un peu de tes luttes. D'après ta description, nous voyons ici ce qui est une très belle description de toi. J'aurais pas pu faire mieux. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est surtout ton combat.
ton combat et ton rêve, le rêve de créer de créer les États-Unis d'Afrique. Veux-tu nous parler un peu d'abord en premier temps de tes combats et ensuite en deuxième temps de ton rêve et nous éclairer un peu là-dessus? Oui. Alors, c'est un combat qui me tient à cœur depuis le milieu des années 80. Oui. Mais j'étais un peu seul en besogne. Et à l'époque, nous avions pour maître Cheikh Anta Diop qui venait de nous quitter en 1986. Oui. Donc nous nous sommes réunis avec les Gomez, les Djibril Diagne autour du Minacad. Oui. Et Koto et Sommet, pour ceux qui l'ont connu. Le Minacad, c'était le mouvement international Cheikh Anta Diop et nous étions ce qu'on appelle des panafricanistes ou aujourd'hui des kémites. Oui, c'est ça. C'est le mot le plus en vogue. Ouais. Je ne me retrouve pas un peu dans les deux termes, ni panafricaniste, ni kémite, mais bon, je suis quelque part là au milieu. Oui. Mais ce qui me réjouit, c'est qu'à l'époque, durant les années 90, voire même début 2000, oui. Les gens vous disaient, ouais, vous voulez réunir l'Afrique, nous ne sommes pas unis dans nos pays, et pourquoi voulez-vous unir l'Afrique, etc. Commençons d'abord par nous unir nous-mêmes, parce que nos pays sont minés par le tribalisme. Si nous ne réglons pas ça, comment pouvons-vous aller régler le problème de l'Afrique? Et puis les gens disaient, nous sommes indépendants, c'est nous-mêmes, ce sont nos dirigeants, etc. Mais nous sommes indépendants, il n'y a pas de problème. D'accord. Et moi, j'essayais de mettre le doigt sur le fait que ceux qui sont aux affaires, ce sont des valets du néocolonialisme, comme aimait à le dire Mariam Gwabi. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'immense majorité des Africains que les indépendances survenues dans les années 60 n'étaient qu'une vue de l'esprit. Mais ce n'était pas vraiment une vision physique, quoi, si je comprends ce que tu essaies de dire. Voilà. Donc, c'est l'illusion des indépendances était fomentée depuis des laboratoires. Parce que si j'essaie de restituer le contexte, nous sommes en 1944, la France est occupée par l'Allemagne et le général de Gaulle et l'autre général qui était en Angleterre là-bas se battent pour libérer la France. Oui, là on a remonté le temps. Les Africains se disent, tenez, nous... eux, ils sont en train de se battre pour se libérer, mais eux, ils nous occupent. Oui. Et De Gaulle, ayant vu ça, il a convoqué la conférence de Brazzaville en 1944. Ouais. Aucun Africain n'y a été convié, ils se sont retrouvés là, et c'est là où ils ont décidé, De Gaulle a dit que la France ne peut pas laisser sa mission civilisatrice parce qu'ils étaient venus nous civiliser. Hein. Nous étions, paraît-il, des sauvages. Paraît-il, oui. Paraît-il. Je précise encore là-dessus. Or, de notre point de vue, il n'existe pas la civilisation, mais il existe des civilisations. Exactement. C'est la vision kémite. Tout peuple a sa civilisation. Exactement. Si vous venez imposer aux gens votre civilisation et vous dites que c'est ça la civilisation, c'est faux. C'est tout simplement de l'impérialisme, c'est-à-dire le fait de vouloir réduire l'autre à soi. C'est de l'impérialisme, ni plus ni moins. Ça fait partie du colonialisme. Ça. Voilà. Ouais. C'est même plus... c'est carrément une doctrine imposée. Il disait que le néocolonialisme, c'est le stade suprême de l'impérialisme. Voilà. Donc, je voulais quand même souligner que ce mal-là nous vient des laboratoires. C'est pas De Gaulle, donc en 1944-45, a réuni les scientifiques. Il leur a dit comment peut-on l'illusion de quitter l'Afrique tout en y restant.
Et donc, la sociologie française, hein, représentée par Roger Bastide, ils ont travaillé, ils ont dit, mais il y a un anthropologue britannique qui s'appelle Malinowski, Bronislaw Kaspar Malinowski. Ah oui, là tu me fais sortir des noms, un gros rappel à l'histoire là, ça me fait retourner. Qui a fait un grand travail, il a créé l'anthropologie appliquée, et le but de l'anthropologie appliquée est que la colonisation réussisse. Oui. Donc il préconisait la déculturation par l'école, premièrement, la déculturation par l'école, c'est pourquoi on nous disait que nos ancêtres étaient des Gaulois. Oui. La déculturation par l'Église, et troisièmement, la stratégie de la division. Et oui, c'est vrai que par la religion, ça a été l'une des plus grosses machines de système qui a marché, en fait. Et qui continue encore aujourd'hui. Hein. Exactement. Vous voyez les Africains tout le temps à la prière, etc., mais ils font encore les pires choses. Et troisièmement, il a préconisé la stratégie de la division. Alors moi, je suis d'une génération où les mots tribu et ethnie n'existaient pas. Oui. À notre époque, on disait les races. C'est cela. C'est ça. Mot qui a été enlevé, mot qui a été supprimé du verbe humain. Voilà. À cause de son importance, je pense. Oui. Et il a dit qu'il n'y a pas, nous n'avons pas des races, nous sommes tous de la race noire bantou. C'est comme ça que peu à peu, on a commencé à utiliser les concepts de tribu et d'ethnie. Ouais. Voilà, donc je disais que... Pour en revenir à nous aujourd'hui et le rapport donc, avec... mais j'aimerais quand même préciser, Malinowski a donc préconisé qu'on choisisse des leaders que l'on acculturera. Pour que ça soit les membres de l'in-group et non de l'out-group qui soient les défenseurs de l'occidentalisation à l'intérieur de la forteresse culturelle à abattre. Vous pourrez voir dans Encyclopédia Universalis l'article acculturation et vous verrez ça. Donc c'est dans ce laboratoire-là que De Gaulle a conçu, ou la sociologie française a conçu, la décolonisation. C'est cela. Donc, et le programme était mis en place. Pour essayer de revenir sur le sujet, et si tu peux essayer de te concentrer là-dessus, on va essayer de partir à partir de l'époque de Jean-Fulbert Youlou, celui qui fut le premier à délivrer notre pays de ce premier fléau, les premiers combattants qui a vraiment vu des couleurs et des couleurs avant de pouvoir réussir sans combat. Et à partir de là, comment le système s'est mis en place, et après l'arrivée jusqu'à l'arrivée de notre président actuel, au fait, Denis Sassou Nguesso. Si vous pouvez nous éclairer là-dessus, ce serait vraiment bien. Ok, ben, je vais vous éclairer et je vais aller plutôt à contre-pied de ce que vous venez de dire. Ah, parce que ouais, je comprends pourquoi vous dites ça. Il faudrait voir, hein, parce qu'on a fait l'Union française en 45-46, l'Union française en 46. Oui. C'est là où on a élu les députés. C'était la conséquence de la conférence de Berlin. Quand il y a eu le référendum de 1958, dans toute l'Afrique, tous les leaders politiques ont appelé à voter oui, c'est-à-dire à rester dans le giron colonial. Oui. Y compris Youlou, tout le monde a voté, sauf Sékou Touré. Au Congo, il n'y a eu qu'un parti qui était minoritaire, la CGT, au Kemba Morlende, qui avait appelé à voter pour l'indépendance et contre la communauté française. Donc, Youlou, je vais vous dire, il était de mèche. Lorsque De Gaulle impose l'indépendance factice, l'indépendance théorique aux États africains, vous avez 3 pays qui ont refusé cette indépendance. Vous avez le Congo, le Gabon et la Côte d'Ivoire. La preuve, au Congo, vous ne trouverez jamais de constitution de 1960. La première constitution congolaise, c'est en avril 61. Ils refusent
de quitter la communauté. Les 3 pays-là ont refusé de quitter la communauté. Ils restent dans la communauté. Donc, ce sont des marionnettes qui étaient là. C'était en fait les gouverneurs noirs de la France. Les préfets, comme on les appelle aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des gens qui ont lutté pour l'indépendance. Eux, ils ont lutté, ils ont travaillé jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ils travaillent pour leur maître, pour les intérêts de leur maître. Les mots bombardent, je vous avais prévenu que ça va être direct, ça va être cash. Et là, je ne suis pas déçue. Par exemple, je vous donne un exemple très récent vécu par tout le monde. Oui. Du point de vue de la loi fondamentale, la Constitution de 2002, janvier 2002. Oui. Une Constitution que tout le monde avait qualifiée de taillée sur mesure par Sassou Nguesso, où il écartait tous les adversaires, etc. Oui. Cette Constitution-là... Comment elle a été mise en place? Comment il a été établi, cette Constitution? Mais la Constitution a été établie, vous savez, il a gagné la guerre. Enfin, il a gagné la guerre. Ah oui, parce que moi, je me souviens de cette guerre. Gagner la guerre, je ne dirais pas plutôt comme ça. Je me rappelle du trauma que j'ai eu. Avec Jacques Chirac, ah oui. Il a pris le pouvoir, mais il a imposé sa Constitution. Ouais. Donc, dans cette Constitution-là, il était dit qu'il ne devait faire que 2 mandats. Oui. Et il était encore dit qu'on peut modifier cette Constitution, sauf les 2 mandats. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'étais sur place à Brazzaville. Nous nous sommes battus pour que cette Constitution, qu'il n'y ait pas de violation de la loi. Et un certain François Hollande est venu nous expliquer que le changement de la Constitution fait partie du droit de Denis Sassou Nguesso. D'accord. Donc, c'était un droit qu'il avait de modifier cette Constitution en tant que représentant, en tant que nouveau gouverneur. D'accord. Que lui confère François Hollande, d'accord. Ce n'est pas un droit que le droit lui confère. Ah. Parce que Sassou est ah oui, donc du coup, c'est vraiment là dans le cas, si on comprend bien dans cette explication, le Congo appartient à qui alors? Donc, la loi, il s'assoit dessus. Ah. Excusez-moi du terme. Mais c'est la vérité. Tu sais ce que tu es en train de dire, c'est ton domaine. Tu es juriste, tu es notaire et tu sais de quoi tu parles. Oui. Donc je disais que Sassou Nguesso est au-dessus du droit. C'est cela. Bon, ça, on va pas... Normalement, tout le monde dans une démocratie, tout le monde est soumis, tous les citoyens, y compris Sassou Nguesso, sont soumis à l'autorité du droit. Mais dans nos États, qui sont des démocratures, c'est-à-dire des dictatures qui essaient de s'habiller en démocratie, et quoi que faire les élections où on éteint le signal Internet, où on proclame soi-même les résultats, c'est ça la démocratie. Mais la démocratie est une culture. Ça commence d'abord par la liberté d'expression. Exactement. Ça commence par la volonté de tout un chacun d'avoir son point de vue, etc. Mais aujourd'hui, au Congo, quand tu as une opinion politique différente de celle du pouvoir, tu risques ta vie. Oui. J'en sais quelque chose, tu risques ta vie. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai encore quelques questions à te poser à propos de justement cette période où on arrive, car à partir de 2002, on est déjà en sortie de guerre au Congo, car la guerre de 1997 a duré de 1997 jusqu'à peu près 1999, et c'est à partir de 2000 que nous avions eu la paix. Bon, depuis, le président actuel s'est installé au pouvoir, et après ces élections, il a encore gagné des élections. Bon, ma question va être au niveau de la Constitution. Est-ce que ce serait pas bien, par exemple, de limiter le temps qu'un président peut, par exemple, faire son mandat ou vivre son mandat, parce qu'on ne comprend pas, le Congo n'est pas un royaume, ce n'est pas un royaume. Le Congo c'est une république. Et quand les gens votent, pourquoi on finit toujours par des histoires de violence, de guerre et tout, pour ces histoires bon, c'est peut-être un peu précoce mes questions, et peut-être j'arrive pas peut-être à rester précise vu ma question, mais c'est vraiment le fait que pourquoi
Vous pensez vraiment que Sassou Nguesso, ses votes, c'est tous les Congolais qui votent vraiment pour lui, qu'il mérite vraiment à chaque fois qu'il gagne? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, écoutez, vous savez très bien que les élections à Brazzaville, c'est du qui perd gagne. Hein. Nous, quand on jouait je crois que c'était au jeu de dames, oui. On jouait à qui perd gagne. Donc il fallait perdre pour gagner. Et donc il fallait distribuer ses pions et l'autre aussi faisait le même jeu. Au Congo, c'est qui perd gagne. C'est cela. Mais quand on enlève les autres sur les pouvoirs de force là et que ça finit par des guerres, ce serait pas bien, étant donné que tu as un projet d'unir l'Afrique. Quelles sont les lois que tu peux peut-être proposer ou que les chefs d'État pourraient peut-être proposer pour pouvoir justement protéger la personne qui est au pouvoir sur le temps présent et jusqu'à la fin de son mandat, qu'il puisse quitter le mandat comme la loi l'impose et non qu'il soit chassé comme si c'était une bête d'être voilà quoi. Parfois ça se termine très 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 mal quand il s'agit des guerres en fait, les guerres pour la récupération du pouvoir et les gens qui payent les pots cassés, c'est la population qui paye les pots cassés. Parce qu'entre eux, c'est comme des gens qui jouent aux échecs. Ils considèrent un peu qu'ils sont en train de déplacer les pions, mais sauf que les pions déplacés sont des bombes qui atteignent vraiment des gens, qui tuent vraiment des gens et ça fait des dégâts. Est-ce que ce ne serait pas bien de mettre des lois qui fait que la personne qui essaye de mettre les autres dans ces situations de guerre, qui essaie d'attenter parce que les coups d'État, j'ai pas vu beaucoup de personnes être punies de cette action-là. Donc, c'est vraiment, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire et que vous pouvez nous en dire un peu plus. Je vous comprends, mais tout le problème, comparons un peu avec les États démocratiques, notamment la France où nous sommes. Oui. Le problème, ce n'est pas de faire des lois. Les lois, on peut les faire. Mais tout le problème est le respect de ces lois. Exactement. Si vous faites les lois et que vous ne les respectez pas, ça sert à quoi? Si vous êtes au-dessus du droit, Sassou Nguesso, le Congo, c'est sa propriété. Pardonnez-moi, mais je ne peux m'empêcher de rire. Vous savez qu'il y a une profession au Congo qu'on appelle fils du chef de l'État, neveu du chef de l'État. Hein? Oui. Petit-fils du chef de l'État. Ça peut vous paraître ahurissant, oui. Mais je puis vous confirmer que quand vous prenez le passeport d'un enfant de Sassou Nguesso... Attendez, je ne veux pas vous couper, mais on a un commentaire de quelqu'un qui est en direct. On dit les choses cachent. Ah oui, mais n'ayons pas peur. Ça, c'est quelque chose, ce trauma-là, justement, ça tombe bien que vous soulevez ce sujet. Moi, j'ai peur de rien. Ah oui, et il faut, et il le faut. Le problème. Quand on a peur, ben on fait autre chose. Exactement. Quand on s'engage pour le service d'être au service de ses compatriotes, il s'agit d'un sacerdoce. C'est ça, c'est un engagement. Donc, un engagement, un sacerdoce, comme le prêtre qui donne sa vie, le pasteur qui donne sa vie au service de Dieu. Oui, pour sa cause. Un politique, c'est quelqu'un qui veut se sacrifier, qui se sacrifie, normalement, qui devrait se sacrifier pour être au service de la population, de son État, de son pays. Concitoyens, de ses compatriotes. C'est cela. Et pour quelle raison? Pour le bien-être de ses compatriotes. Or, aujourd'hui, on fait de la politique pour s'enrichir, exactement, pour son bien-être personnel. C'est ça. Pour nous qui avons connu la politique à l'endroit, oui. C'est-à-dire où les hommes politiques n'avaient pas d'argent, ils étaient là au service de la population, et que nous avons vu comment des villageois, des enfants de la brousse, sont venus complexer, renverser l'État en place. Ouais. Et voilà, donc c'est choquant. C'est pourquoi j'ai maintenant peur des enfants de la brousse. Les Batéké, tu as peur des Batéké maintenant? Là, ils ont une revanche à prendre sur la vie. Malheureusement, je suis obligé de dire ça, j'aime la brousse. Il y a quelqu'un qui dit en ligne, Jean-Jacques, Gigi, si tu m'entends. Gigi, sans vouloir te couper, tu m'entends?
Ah oui, c'est pour clair. nos États africains. Tu m'entends, Gigi? Peut-être qu'il y a un décalage. Voilà, il y a quelqu'un qui dit en ligne qu'il n'y a qu'en Afrique qu'un homme est élu à 99% pour se libérer. Il faut commencer par faire respecter les élections et pas culpabiliser les autres pays. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous souhaitez que je relise? Raison, mais il n'y a pas qu'en Afrique. Hein. C'était aussi en Union soviétique. C'est l'Union soviétique qui nous avait donné cette ligne-là, où les gens étaient élus à 98%. Là, hier encore, Ouattara a été élu à 84%. Écoutez, ils sont fiers de ça. Oui. C'est malheureux, malheureusement. C'est malheureux d'être élu à 94%. Ça veut dire que dans votre pays, les gens sont bêtes, il n'y a pas d'autres opinions, quoi, il n'y a que vous. Et quand on pense que ces gens-là sont d'une nullité absolue, vous voyez par exemple le Congo de 2003 à 2016, 2015 à peu près, et l'argent que nous avons eu, c'était vraiment de quoi faire du Congo une petite Suisse. Mais l'argent est parti où? Ben oui, ça aussi, c'est une question que j'aimerais comprendre si aujourd'hui on dirait que tu peux répondre à ma question, ça me ferait plaisir. Mais même si je suis sûre d'avance que peut-être tu n'auras même pas les réponses complètes parce que finalement, ceci nous dépasse tous. Les budgets du Congo, l'argent du Congo, on ne comprend pas. Ça va où? Parce que nous, en tant que population, moi, en tant que citoyenne, je suis congolaise de nature d'origine, je suis née au Congo. Et on peut dire que tous les budgets, on entend parler de ça qu'en termes de chiffres. On n'a jamais vu la couleur. Et quand il s'agit des projets qu'il faut mettre en place, oui, des projets qui mettent 10 ans et qui sont toujours en cours de construction, et ensuite, après, on se retrouve à court de budget, alors qu'ils ont les moyens de faire venir des gens, au lieu de faire travailler les gens locaux pour pouvoir les payer et puis créer des emplois. On va prendre des gens, par exemple, en Chine, pour venir faire des travaux qui vont durer des années et des années, et ensuite, pour se retrouver à la fin, court de budget, on n'a plus d'argent. En fait, où va l'argent du Congo? Moi, j'aimerais avoir une réponse à cette question. Où va l'argent du Congo? Parce que le Congo est un pays riche de pétrole, de minerais, des forêts, de plein de choses. Et cette question, je sais qu'elle est un peu vague, mais moi, j'aimerais avoir les réponses à mes questions. Donc, j'aimerais vraiment savoir l'argent du Congo. Alors, pour répondre, quand vous allez dans les villes de Brazzaville, de Pointe-Noire, tout le monde sait où va l'argent du Congo. Quand vous vous baladez à Brazzaville, vous voyez un immeuble. Ah, ça c'est pour Claudia Sassou. Ah, ça c'est pour Madame Sassou. Ah, ça c'est pour Méline Dessou. On sait où va l'argent du Congo. Ah, ça c'est l'autre là. Ça c'est Jean-Jacques Bouya qui a construit ça pour sa maîtresse. Tu vois, cette ruelle-là, elle n'était pas électrifiée, elle n'était pas bitumée. Donc c'est Jean-Jacques Bouya parce qu'il y a sa maîtresse qui vit là-bas. Regarde le bel immeuble là que tu vois là. C'est Jean-Jacques Bouya qui a construit ça. Pour son immeuble, pour sa maîtresse, l'une de ses maîtresses. Oui. Donc l'argent du Congo va là. Mais ce sont des gens en manque de vision. Tu veux qu'ils fassent quoi de notre pays? Ils ne sont pas là pour le bien-être des Congolais. Ils sont là pour la jouissance. Ce sont des villageois, les Yakanoki Noki qui sont arrivés. Ah. Il faut appeler chat par chat. Bah oui, c'est clair. Qui sont venus et comment on explique, je prends l'exemple, toi en tant que juriste, en tant que notaire, en tant que personnage politique, d'accord? Aujourd'hui, je vais balancer quelque chose avant de te donner, il y a quelqu'un en ligne qui vient de nous laisser un sujet très intéressant que j'espère qu'on aura le temps que tu puisses répondre à ça. Mais avant, cette question me trottine la tête. Comment on explique que, par exemple, ici en France, il y a l'ambassade du Congo à Paris. Et en dehors de l'ambassade, on a des consulats, les consulats du Congo dans différentes villes et majoritairement des grandes villes, d'accord? Comment on explique que, par exemple, au consulat de Marseille, qui est censé être le lieu où on travaille pour les Congolais qui se trouvent ici, et ce n'est pas qu'on m'a dit, j'ai vu de mes propres yeux. Déjà, c'est le consulat qui est le mieux en termes de luxe comparé à tous les autres consulats de tous les pays qui peuvent venir du monde. Donc, mieux même que ceux des États-Unis parce qu'ils sont carrément implantés dans les corniches, déjà pour commencer.
Donc, inaccessible. Cette zone, c'est là où vient Macron quand il vient ici à Marseille. Donc, vous essayez de suivre où est-ce que je veux en venir. Et ma question est, comment on peut se retrouver dans cette situation où même quand j'ai besoin de faire un simple document, j'appelle, il n'y a personne au bout du fil, rien du tout. Et quand tu arrives à voir quelqu'un, elle te renvoie à Paris. Donc, première expérience, je me dis, bon, peut-être qu'elles doivent être très, très, très occupées. Ça doit être très, très, très compliqué chez eux là-bas. Ils doivent vraiment être occupés jusqu'au jour où on a décidé d'y aller. Et j'arrive de mes propres yeux, ça explique exactement où va l'argent du Congo. Vous ne revenez pas, vous n'allez pas revenir. Hein. Dans ce qui est censé être le consulat pour lequel nous, les Congolais, on paye et que l'argent du Congo va dans leur poche, j'arrive et je trouve une famille tranquille, posée. Ils sont là, ils vivent leur vie et c'est cette femme-là qui répond impoliment aux gens au téléphone et les envoie bouler pour leur dire allez à Paris, alors que le service à Paris est saturé. Donc, c'est vraiment une preuve pour vraiment compléter ce que vous étiez en train de dire quand on parle de l'argent du Congo, on sait où on va, la preuve, quoi. Mais comment on peut expliquer cela? Parce qu'il y a des Congolais qui sont restés sans quai, sans réponse face à ces choses-là. Comment on peut expliquer qu'on en arrive là? Écoutez, les postes sont distribués à la famille, à des amis, il y a même des blancs qui sont consuls honoraires partout en Afrique. Moi-même, j'allais à Brazzaville manger dans un restaurant du consul honoraire de la Côte d'Ivoire. C'était un blanc qui était marié à une Congolaise qui avait un restaurant buffet à volonté là à Ouenzé, là vers la station là-bas. Oui. Mais c'est un blanc, un Ivoirien. Il est consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Brazzaville, un Français. Oui. Vous voyez, donc ce problème-là, ça dépend de la mission. Comme je vous l'ai dit, faire de la politique, c'est un sacerdoce. Tu sais que ta mission, c'est d'améliorer le quotidien. Oui. Ce souci-là était animé par Fulbert Youlou, qui avait le sens du bien-être de ses concitoyens. Il nous a créé ici, pour les Congolais qui venaient étudier en France, il nous a créé la maison des étudiants congolais. Les stagiaires, il leur avait acheté des immeubles dans le 13e arrondissement. Je veux dire, tant que c'est des logements professionnels, là n'est pas le problème. Un logement professionnel n'est pas le problème. Mais ce qui est censé être des locaux professionnels ne peut pas se transformer en rien du tout. Et qu'il n'y a personne qui travaille derrière, mais alors qu'ils reçoivent des factures comme quoi ils justifient des factures comme quoi ils travaillent. Quand nous, on les a au bout du fil, ils nous font comprendre qu'ils sont débordés de boulot. Vous comprenez? Comment on va avancer avec cette allure? C'est ce que j'essaie d'expliquer. Je dis ça dépend des motivations des gens, ça dépend de la mission qu'ils se font. Et je parlais de Youlou qui voulait du bien-être de ses compatriotes. Et vous avez eu Massamba Deba, Alphonse, qui s'est dit que les gens doivent travailler et les gens doivent produire ce qu'ils consomment. Massamba Deba a industrialisé le Congo. Donc, nous avions la verrerie du Congo qui fabriquait les bouteilles et les verres. Nous avions Colalu, qui est devenu par la suite Alu Congo, qui fabriquait les marmites. D'une part, il y avait leur propre intérêt, mais de l'autre côté, ça créait aussi des emplois. Ça créait des emplois. Et à un moment donné, à partir de 1970, on a commencé à nationaliser les entreprises. Quand on a nationalisé les entreprises, c'est là où commence le Yaka Noki Noki. Donc le déclin du Congo commence à partir du Yaka Noki Noki. Ça, il faut le dire. Il faut le dire, et vous l'avez dit, vous avez répondu à notre question, en tout cas avec toute honnêteté. Comme au début, vous savez que cette émission est basée sur la liberté d'expression. Donc, nos invités, ils disent ce qu'ils ont à dire et nous posons des questions que nous avons à leur poser. Alors, Gigi, si tu me permets, au fait, il y a quelqu'un en ligne qui dit « J'ai voulu faire venir… » Attendez, ça c'est le second, mais d'abord le premier qui était très intéressant. En 2000, la femme du président du Congo a dépensé 1 million d'euros pour fêter son anniversaire en France. Donc, voilà où va l'argent du Congo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais écoutez, mais c'est ce que je venais de vous dire. Parce que pour eux, le Congo, c'est leur propriété. C'est à eux le Congo. Donc, ils font ce qu'ils veulent puisque le Congo leur appartient. Or, le Congo,
jeune, j'étais à l'UGC, donc l'UGC c'était la jeunesse du PCT, c'était le parti unique, la jeunesse unique, il n'y avait pas de structure, je venais de Niger, qu'on nous a imposé qu'il fallait rejoindre l'UGC. Et à l'époque, le pouvoir disait, le PCT, le même PCT disait que l'État c'est qui? Mais l'État c'est toi, l'État c'est moi. Mais quand je sais que l'État c'est moi, donc l'argent de l'État, je peux en faire ce que je veux, puisque l'État, c'est moi. Mais non, je suis désolé. L'État, ce n'est pas moi, l'État, ce n'est pas toi. C'est le gouvernement sacré. L'État, c'est comme Dieu. C'est un avatar laïcisé de Dieu. L'État est au-dessus de tout. L'État est sacré. La manière dont tu considères Dieu, c'est la manière dont tu considères l'État. L'État est au-dessus de nous. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Voilà. Alors là, donc, moi, en tout cas, c'est pas ma vision des choses, mais je confirme également, donc d'où je vais encore poser une autre question avant de poursuivre avec les messages que nous recevons là, en direct. C'est à propos, moi j'appelle ça la traumatisation congolaise. Et ce trauma-là, ce n'est pas un dire, car c'est un fait, car moi-même, j'ai été victime avant de pouvoir m'ouvrir, avant de prendre connaissance de nos droits, de nos vies, de ce que nous sommes vraiment, et de se détacher des chaînes qui nous ont été imposées par l'aliénation, le néocolonialisme et tout le reste. Donc, il faut vraiment un certain travail intérieur pour pouvoir se libérer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui arrive actuellement, par exemple, au Congo, il y a certains sujets, certains propos, certaines façons de faire qui ne sont pas tolérés, mais quand tu vas demander à la personne qui a dit que ce n'est pas toléré, ils sont incapables de te donner des réponses, tout simplement parce qu'ils se sont fait cette idée dans leur tête, c'est-à-dire c'est un peu comme de l'auto-soumission, si je peux me permettre, si je puis me permettre. C'est comme de l'auto-soumission basée sur des peurs d'un passé, par exemple la guerre, et donc du coup ils se disent que moi demain si je parle j'ai peur de disparaître, on viendra me tuer, j'ai peur que ça souvienne ici chez moi pour venir. Mais attendez, ce genre de choses là, c'est quoi ce bordel? On peut pas on peut pas vivre comme ça, sinon il n'y a plus de vie. Est-ce que vous confirmez que justement leurs peurs sont justifiées, qui devaient continuer, par exemple, qui doivent continuer comme ça pour leur propre bien, ou le contraire, il faut qu'ils puissent apprendre à se lever pour demander, réclamer leurs droits, pour pouvoir faire avancer les lois et faire avancer des choses plutôt que de rester dans le silence et venir péter sur Internet, écrire n'importe quoi sur Internet, mais en réalité, personne ne veut agir. Si vous avez compris ce que j'étais en train de dire. Oui, bien entendu, oui, mais je dirais comme le pape Jean-Paul II, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Parce que c'est justement cette peur-là qui fait que ce système-là perdure. Nous avons au fond un seul combat. Le combat, c'est d'abord de combattre l'impérialisme néocolonial. Et au travers ce combat-là, combattre leurs valets locaux. Donc nous devons prendre conscience que les gens qui sont là, les Alassane Ouattara, les Sassou Nguesso, les Omar Bongo, je ne sais pas quoi, le fils là, comment il s'appelle, Ali Bongo, hein, ce ne sont pas des gens qui travaillent pour les peuples africains, ce sont des gens qui travaillent, qui sont là pour garantir les intérêts de leurs maîtres. Donc, le combat que menait Marien Ngouabi contre l'impérialisme prend encore toute sa force aujourd'hui. Puisqu'avant, c'était caché, là, ça devient visible. Ça devient visible. Donc, nous devons nous battre contre l'impérialisme et ses valets locaux. Et pour nous battre, il ne faut pas avoir peur. Ah, super. Parce que la peur, justement, M. Denis Sassou, il joue sur les peurs, il vous fait peur, exactement. il fait venir les armes, etc., pour que vous ayez peur. Et c'est cette peur-là qui fait que nous soyons toujours soumis et que nous soyons toujours à la porte de ces gens qui sont en train de détruire notre pays. Moi, j'ai remarqué une chose. J'assume ce que je dis. Ah oui, assumer, voilà, c'est la base. Oui, et donc, il faudrait que nous arrivions
à vaincre cette peur et à combattre, parce que la libération du peuple viendra du peuple. Prenons l'exemple de nos amis maliens qui se sont levés, qui ont fait partir le dictateur qui était encore au service de l'impérialisme et du néocolonialisme. Voyez le piètre de ces hommes, le chef des préfets, qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Encore une fois, il n'a pas respecté la loi. Exactement, c'est des gens qui se prennent au-dessus de la loi. Il a dit que je ne me représenterai plus. Il s'est représenté. Exactement. Bon, voilà. Donc, et il est là pourquoi? Pas pour les Ivoiriens. Il est là pour... La soif du pouvoir, moi j'appelle ça. D'abord, il a divisé les Ivoiriens comme jamais. Comme ça soit divisé les Congolais. Il y a maintenant la partie nord, la partie sud du Congo. Nous, quand on grandissait, on n'avait pas de nord-sud. Moi, j'ai grandi avec... Ah oui, c'est du séparatisme et tout ça. Le ministre Itoa Bruno, mais on était frères. C'est ça. On s'amusait, on ne savait pas que... Enfin, bon, sans vouloir vous interrompre, Gigi, si tu peux m'entendre. Les solidarités de quartier. Exactement. Le grand marché contre Fuchs, Poto contre Wenze, contre Bakongo, c'était ça, les matchs de football, etc., la SAP, c'était des concurrences de quartier. Oui, exactement. Là, ça devient maintenant, vous allez à Brazzaville, quartier nord de Brazzaville, quartier sud de Brazzaville. Vous voyez, j'ai des amis, par exemple, qui sont du nord, qui vivent en France, qui viennent au Congo. Ah, maître, vraiment, je voudrais acheter un bien, mais faut que ça soit dans les quartiers nord. Si nous voulons évoluer, il faut savoir que il faut déjà prendre ses propres responsabilités. C'est un conseil en tant que coach que je donne aux gens et je pense qu'il est valable partout. C'est vrai qu'il y a le côté néocolonialisme, oui, évidemment. Il y a eu la colonisation et tout le reste, mais ce ne sont pas les seuls, pour rejoindre ce que disait la personne tout à l'heure qui avait posé la question tout à l'heure en direct, ce ne sont pas les seules conséquences qui empêchent notre nation d'avancer, d'aller de l'avant. Il y a aussi ce côté où, par exemple, ce système de traumatisation là dont nous venons d'évoquer, et aussi ce que vous venez de dire qu'avant, qui est ces histoires de séparatisme entre les sudistes, les nordistes, ce truc enfin, bref, pour ceux qui comprennent pas lingala. Mais je veux dire, ces choses-là, ça vient aussi par rapport aux guerres que que le président actuel a fait au pays, je pèse mes mots, pour reprendre son pouvoir. Car moi, je me souviens très bien du défunt paix à son âme, Pascal Lissouba, qui était président. Il n'a pas fini son mandat, il a dû partir en deux, demander l'asile et aller vivre ailleurs. Donc, ensuite, après, il a dû prendre le pouvoir. Mais cette peur-là s'est installée à partir de là et ce séparatisme-là s'est installé à partir de là. Mais depuis quand? Je n'ai jamais vu à partir du moment où lui, il prend la responsabilité de pouvoir réparer ses torts. En général, les Congolais sont là en train de demander la réparation des torts, du néocolonialisme, des Français, la part des responsabilités des Américains dans nos problèmes en Afrique, mais les nôtres, quand est-ce que où ils vont prendre la décision de pouvoir réparer leurs propres torts afin de restaurer l'histoire et la paix dans le cœur de nos citoyens? Eh bien, quand je n'ai pas épargné les nôtres, hein, j'ai parlé des valets locaux de l'impérialisme. Donc, ils ont une responsabilité. Je disais que c'est un combat commun entre les maîtres et les valets. Exactement. Il faut les combattre en même temps. Donc, les maîtres et les valets. Alors, le problème, le mal africain est profond. Parce qu'il y a d'abord l'aliénation culturelle, l'aliénation mentale, l'aliénation intellectuelle, l'aliénation spirituelle. Exactement. Vous avez un peuple aliéné partout. Non, pardon mes Congolais, je vous adore, mais c'est la vérité. Trop aliéné. On a inculqué la culture de la consommation. On doit consommer tout ce qui vient de l'extérieur. Exactement. La sapologie, les boissons, la bouffe, le complexe. Ah, ça, c'est la vérité. Nous avons des bons produits qu'on peut mettre en valeur. Nous avons des génies. Nous avons des génies qu'on peut exploiter. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, vous allez à l'école aujourd'hui, les gens qui font les études, ils font quoi? Logistique, sciences économiques,
ressources humaines, etc. Mais vous voyez pas les gens aller dans l'innovation. C'est-à-dire essayer de fabriquer des panneaux solaires, les logiciels, tout ce qui fait avancer le monde de demain. Exactement. Donc il faut changer des mentalités, il faut une révolution mentale, une révolution intellectuelle, une révolution spirituelle. Une vraie révolution. Comme au Nigeria, quoi. Au Nigeria, ils ont fait quoi? Ben, ils ont fait une révolution actuellement. J'espère pour eux que ça paiera. Vous avez vu tout ce monde dehors en train de se battre pour se lever contre leur dictature, cet État qui impose la violence partout et toutes les violences connues, clichés sur le Nigeria. Et cette année, moi, j'ai vu des Nigériens sortir. J'ai jamais vu autant de Nigériens dans la rue en train de manifester. Ils ont manifesté juste après ce fléau de George Floyd qui est mort. Et il y a beaucoup de pays qui ont commencé à prendre l'exemple et commencé à réaliser les merdes dans lesquelles ils sont, au lieu d'aller lutter que pour des causes des autres. Dès qu'il y a un problème aux États-Unis, tout le monde est debout pour aller s'en mêler. Mais quand il s'agit de leur propre pays, ben, il n'y a personne dehors. Tu viens, tu demandes, tu proposes des solutions, tu te retrouves tout seul avec ton panneau dehors. Mais ce qui est contraire actuellement au Nigeria, j'ai vu, j'ai vu des gens se lever et puis… De toute façon, les pays, les anciennes colonies anglophones sont différents en fait. 50 pas d'avance par rapport à nous, c'est clair. Qui sont les pays les plus bêtes d'Afrique. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit comme en France il y a 240 ans. Les anglo-saxons, cet esprit que développait Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, l'esprit anglo-saxon est un esprit vif. Ouais. Mais nous avons l'esprit latin, on nous a inculqué l'esprit latin des paresseux, des gens qui sont là pour les diplômes. Vous voyez, ça avoue. Il y a un fait là que j'avais lu sur Internet où on disait que aux États-Unis, vous allez chercher du travail, on va vous demander quelles sont vos compétences. Exactement, je l'ai vu celui-là aussi. Et en France, on va vous demander quels sont vos diplômes. Et voilà, vos diplômes et votre… Et au Congo, on va vous demander, vous avez été envoyé par qui? Exactement, qui t'a envoyé? Envoyé par Tamalonga, c'est pas bon. Mais quand vous dites que je suis envoyé par le général Songo, tout de suite le dossier est bon. Voilà aussi la réalité. C'est ça la réalité. Donc du coup, tout en restant dans la réalité, on va entamer sur un sujet qui est encore ici et qui attend ta réponse. C'est qu'il y a un ami, enfin quelqu'un en ligne, qui dit que j'ai voulu faire venir une amie congolaise en France, impossible d'avoir le visa. Je pense qu'ils ont peur qu'ils ne reviennent pas. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que ça, c'est très, très, très intéressant. Et écoute, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'on crée les moyens pour que les Congolais restent chez eux. Travaillent chez eux, développent chez eux, au lieu de vouloir toujours émigrer. Hein? Je pense que la meilleure vie, c'est au Congo. Donc, si on peut œuvrer, parce que pourquoi les gens voyagent, pourquoi les gens veulent sortir? Aujourd'hui, si on demande à la population de sortir librement du Congo, eh bien, je vous assure qu'il restera peut-être 5% de la population. Même les vieillards vont venir en France. Bon, déjà, par rapport à ce qui se passe actuellement, on voit là où tout le monde a envie de partir. C'est sûr que tout le monde a envie de partir là-bas. S'ils avaient le choix, tout le monde partirait. La pendule s'est inversée. Mais là, on va rester sur une réalité qui est là, comme par exemple là, dans le cadre de la personne qui laisse ce commentaire en ligne, c'est dans le sens où pas dans l'immigration, parce que c'est le rapport avec le visa, le pourquoi du comment on ne délivre plus les visas à certaines personnes, parce que tout le monde en paye le pot cassé. Il y a des gens qui ont des moyens, qui n'ont pas forcément envie d'aller en France pour aller y rester et ne plus repartir et qui peuvent retourner. Mais regardez dans le cas, par exemple, de cette personne qui essaie de faire venir soit sa conjointe, ou je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'ils ne sont pas mariés et tout. Donc, impossible. Et la raison du refus, c'est qu'ils pensent qu'ils ne reviendront pas. Bon, pourquoi on en arrive là, en fait? C'est une question stupide. Il faudrait que ces gens-là, je vais vous dire, hein, la question est simple.
quand vous travaillez à Total, à la SNPC, à la mairie, etc., j'en connais beaucoup, vous demandez le visa tourisme, on vous donne le visa. Mais quand vous êtes ménagère, vous ne faites rien, qu'est-ce qui leur garantit? Lorsque vous avez les garanties de votre retour, on vous donne le visa. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas aussi. Ça dépend de votre situation. Ça dépend de la situation, il faut préciser. Pas garanti, exactement. Ben, ils ne vous donnent pas le visa. Eux, ils veulent voir que quand vous travaillez à Total, qu'est-ce que vous irez faire en France? À Total, vous gagnez 2 600 000. C'est cela. Vous allez partir en France pour aller gagner 1 000 euros? Non. Non, ça ne fera pas. Donc, on vous donnera le visa parce qu'on sait que vous allez revenir. Et la preuve, ils repartent toujours. C'est ça, c'est cela, c'est ça. Mais c'est justement ces gens-là qui payent les pots cassés de ceux qui ne sont pas sérieux et qui ne retournaient pas, en fait, finalement. Jamais revenus, donc ils ont raison de ne voilà. pas donner le visa. C'est pourquoi je disais, et j'insiste, créons les moyens pour que les gens aient une meilleure situation chez eux. Et quand ils veulent venir en France, ils viendront en France juste pour se balader et repartir au Congo. Voilà. Mais le seul problème, c'est que ce problème vient du niveau national, de l'organisation du... Ils veulent venir en France, quelle que soit leur situation, ben on leur refuse jamais le visa. Et vice-versa, comme chez nous, par exemple. En train de chercher du travail. Bah non, par rapport à leur système. Un Japonais en train de chercher du travail. Non, non. Un Coréen en train de chercher du travail. Très rare, très rare. Non, il n'y en a quasiment pas. Voilà. C'est inexistant. Ouais. Donc, on donne les visas à ceux dont on est sûr qu'ils repartiront chez eux. Exactement. Exactement. Voilà, selon le terme du contrat, selon la demande. J'espère qu'il a répondu à ta question à propos de ta copine, enfin de la personne dont vous souhaitiez faire venir, que ça n'a jamais marché. En fait, c'est en rapport avec la situation, c'est en rapport avec le statut de la personne. Et je dois compléter là-dessus que c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de l'organisation qui est plutôt personnel, si la demande n'est pas vraiment faite correctement et que si le contenu, ils en jugent pas nécessaire ou je sais pas, je ne suis pas la loi française. Toi, tu es français, Christophe, donc tu dois savoir pourquoi. Mais au moins, il a répondu à ta question. Maintenant, pour écourter, vu que nous sommes déjà depuis un moment en direct, mais pendant vraiment très, très, très longtemps, tu as répondu à un gros max des questions, plus que je ne pouvais m'attendre. Par contre, j'ai encore une bonne. C'est à propos de ton rêve pour l'Afrique. C'est à propos de ce que toi et ton organisme, vous essayez d'accomplir. Alors, si tu peux nous en parler un peu et nous dire quels sont les moyens que vous, votre parti, vous, votre organisme et vous proposez justement. Qu'est-ce qui serait bien pour que cet État dont vous parlez de l'Afrique unie soit un jour, voit le jour un jour, qui sait? Alors, c'est un travail pharaonique, un travail titanesque qui va demander du temps. Parce que vous avez d'abord des mentalités à changer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des gens clairvoyants, éclairés, qui ont rompu avec ce système qu'on nous a imposé, un Dieu qu'on nous a imposé, alors que nos ancêtres connaissaient Nzambiampu. On vient nous apporter un Dieu qui, il y a plein de femmes qui étaient là libres, qui va prendre la femme de mon ami Joseph et lui faire un gosse. Est-ce que ça, c'est Dieu qui va faire un gosse à la femme d'autrui? Vous priez. Bon, il y a tout ça, je le dis en badinant, mais bon, mais c'est profond. C'est clair. C'est profond. C'est profond, c'est très, très profond. C'est les mentalités et cela est même propre aux gens. Moi, encore, je pense que oui, il y a eu une époque où, voilà, la religion, ils ont été dans une vision de masse pour pouvoir coloniser, pour pouvoir prendre le maximum de terres possible et imposer leur civilisation aux gens. Parce que toutes ces époques-là, c'est passé. Dans notre temps actuel, les choses ont quand même évolué. Avec tout ce qui se passe, les gens ont quand même ouvert les yeux. Il y a des gens qui sont en manque d'informations. Il y a des gens qui ont l'information et qui continuent à prospérer dans la bêtise. Donc, pour moi, je mets ça dans les cases de choix personnels de la vie. Parce que quand même, ce genre de choses, par exemple, comme ceux
des pasteurs qui se retrouvent, qui profitent de la naïveté des fidèles pour pouvoir les escroquer, mettre les enfants enceintes, c'est toutes ces conneries qui ressortent en scandale de masse au Congo. Je pense qu'il y a quand même une part de responsabilité auprès de nos autorités. On devrait peut-être mettre en place un système où c'est pas n'importe qui peut devenir pasteur comme ça du jour au lendemain. Parce qu'il y en a chez nous, c'est avec la bouche. Je suis pasteur du jour au lendemain sur Internet. Il y en a plein là maintenant qu'on commence à voir qui passent leur journée là à essayer de venir dissuader les gens. Si tu n'es pas vraiment qualifié, je pense qu'on devrait quand même mettre un petit truc comme ça là qui pourrait justement permettre que les gens soient sûrs qu'il est qualifié pour pouvoir être pasteur, pour éviter justement ce genre de choses là, pour éviter que des escrocs puissent en tirer profit, parce que les églises chez nous, ça se multiplie comme des pains, comme des baguettes. Voilà. Oui, effectivement. Mais en tout cas, pour répondre, il faudrait donc justement qu'il y ait une équipe des gens éclairés qui prennent le pouvoir et qui prennent le pouvoir dans le cadre du sacerdoce au service du peuple et qui aident les autres États africains, donc des gens qui savent que notre premier combat, c'est lutter contre l'impérialisme, sortir de la civilisation, de la consommation pour être dans la civilisation de la production. Nous avons du génie chez nous, nous devons exploiter ce génie, nous avons notre égrégore, nous devons exploiter notre égrégore parce que pour l'instant, nous utilisons l'égrégore des autres. Et l'égrégore des autres bénit les autres. Il y a quelqu'un qui dit, je pense qu'un Congolais aura, s'il le veut, une vie meilleure qu'en France, car la France d'aujourd'hui n'est pas celle de 1970. C'est ce qu'il faut faire savoir de tous les pays africains. Enfin, j'espère que tu as compris la question ou tu as compris son avis. Qu'est-ce que tu en penses de son avis? Ou tu souhaites que je relise? Oui, relis un peu. Il pense qu'un Congolais aura, s'il le veut, une vie meilleure qu'en France. Je pense qu'il devait dire au Congo qu'en France, car la France d'aujourd'hui n'est pas celle de 1970, à moins qu'il parle d'ici. Alors, si tu peux essayer de reformuler ta question en commentaire. Je disais que la vie au Congo est meilleure. Maintenant, tout le problème, c'est est-ce que les Congolais ont cette meilleure vie-là? Je répondrai non. Non, là, on est d'accord. Et là, c'est un problème national. Ils veulent plus sortir. Donc, c'est pourquoi il faudrait qu'il y ait une équipe qui vienne là pour travailler, pour créer des industries, pour que nous puissions... Vous allez à Casino, je crois que ça s'appelle, Casino. Oui. Vous allez à Casino, à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Vous regardez les produits qu'on vend. Il y a combien de produits congolais? Vous allez les compter du bout des doigts, les produits congolais. Tout le reste vient de l'étranger. Moi, quand j'ai vécu, dans les années 70... Mais la plus grosse honte, la plus grosse honte... On mangeait bien correctement du poulet vivant et tout ça, du bœuf qui venait du Tchad, bien frais et tout ça là. Aujourd'hui, c'est que des mets congelés. Depuis 15 ans, 20 ans qu'on nous vend à Brazzaville. Horrible! Congelés. Et ça provoque des maladies, des fièvres typhoïdes. Moi, quand j'étais au Congo, la fièvre typhoïde n'existait pas. Mais c'est avec la malbouffe que les Libanais viennent nous vendre au Congo. Oui. La personne vient de reformuler sa phrase. On vit très mal au Congo. Donc, il faut remédier à tout ça. Ouais. Donc, il faudrait qu'il y ait une meilleure qualité de vie et il faudrait que les gens travaillent et produisent. Et il faut changer le système même d'orientation scolaire. Les gens pensent trop à la logistique et le transport, ils pensent qu'au tertiaire. Il faut penser au secteur primaire et secondaire. Le développement est dans le secteur primaire et secondaire. Exactement, parce que ce sont les âges où il faut inculquer les meilleurs... Après. Donc, les Congolais, même les nouveaux riches là, les nouveaux riches, les enfants de Yakanoki Noki, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils veulent créer une activité, c'est les centres de loisirs. C'est bien, mais qui va aller dans un centre de loisirs? C'est que les enfants des entre guillemets riches, c'est-à-dire des voleurs du Congo qui volent l'argent et leurs enfants, ils les envoient dans les centres de loisirs. Mais le petit Congolais lambda qui vit à Wenze ou à Talanga ou à Masengo ou à
comment ça s'appelle? À Tietie, à Pointe-Noire. Est-ce qu'il a les moyens de s'offrir ces centres de loisirs? Mais créez-nous des usines, bon sang! Voilà, au lieu de toujours faire vers… Les choses, comme Massamba Deba nous a montré le chemin. Faisons des vraies choses, travaillons. Créons un vrai système éducatif. La personne en ligne qui t'a déposé le… La personne… pouvoir nous développer. Oui, exactement, Gigi, tu m'entends? Oui, la personne en ligne que j'ai demandé d'actualiser son avis pense que il y aura une vie meilleure, au Congo qu'en France. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Il y aura. Oui. Et nous le souhaitons tous. Moi, je pense que pour moi qui ai vécu longtemps en France et qui suis reparti vivre au Congo depuis 8 ans, je peux vous dire, si vous me demandez… il aura une meilleure vie. Il aura, à propos du Congolais, il aura une meilleure vie au Congo qu'en France. Je confirme, moi qui vis au Congo depuis 8 ans, si on me demande, bientôt 9 ans, si on me demande de choisir entre le Congo et la France, je choisirais sans réfléchir mon beau pays, le Congo. Voilà, je pense que la vie est meilleure au Congo. Ouais. Mais il faut que nous améliorons les choses. Le système qui est là… C'est notre système. Notre système. Alors, quel est le souhait que tu souhaiterais actuellement, avec le gouvernement en place, avec Denis Sassou Nguesso, il faut prononcer son nom, au pouvoir, qu'est-ce que tu aurais souhaité que, voilà, de révolutionnaire, même étant le minimum du temps qu'il lui reste encore vivant avant que, comme on sait, peut-être que c'est son fils qui va remplacer, étant donné qu'ils ont tendance à prendre notre pays pour le royaume. Donc, qu'aurais-tu vraiment souhaité si tu avais la possibilité que ton souhait soit écouté, soit réalisé? Qu'aimerais-tu vraiment voir dans les choses que tu souhaites pour l'évolution de notre pays? Alors, très sincèrement, je n'attends rien de ces gens-là. Je n'attends rien. Sinon que tant qu'ils seront là, ça sera le déclin, toujours plus le déclin. Ce que moi je souhaite, c'est que les Congolais reprennent les choses en main et qu'il y ait un changement. Mais attention, pas un changement d'homme. Si c'est changer les hommes pour qu'une nouvelle équipe arrive et continue les mêmes choses, moi je vous dis, j'étais au Congo du temps de l'Issouba, il y avait toujours le culte de la personne, il y avait toujours les mêmes choses, les voleurs, le système des vols, de corruption. Le Congo que j'ai quitté, il n'y avait quasiment pas de corruption. Exactement. Il n'y avait quasiment pas de corruption. Parce qu'il y avait… ouais. Aujourd'hui, donc… C'était devenu le gagne-pain. C'était devenu le gagne-pain. Les gens, ils n'avaient pas de boulot. Ils gagnaient mal, enfin, des salaires de merde. Ils étaient obligés d'arnaquer les autres. Mais la honte, quoi. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est changer de système. Des hommes, une équipe qui viendra pour changer de système, pour changer de civilisation. Exactement. Parce qu'on nous a imposé une civilisation qui n'est pas la nôtre. Il faut reprendre leur identité et faire les mises à jour avec ce qui se passe dans le monde. Voilà, mais tout en gardant une part de nous. On ne peut pas avoir une perte d'identité totale, c'est pas possible. On ne se reconnaîtra plus. Nous avons malheureusement cette perte d'identité. Voilà. Si vous voyez, mais parce que notre gouvernement en place n'enseigne rien de nous. Voilà, les enfants vont à l'école, ils vont étudier le fait que Christophe Colomb a colonisé la Terre. Et dans tous les cours d'histoire, c'est ça. En quoi ça va l'aider? Il ne connaît même pas qui est la personne qui a créé des choses chez nous. Et pourtant, chez nous, on a des noms, on a des personnes qui ont fait des choses géniales. Mais quand tu vas demander à un enfant, tu connais le nom d'un inventeur congolais? Bah non. Si tu connais un inventeur français, il le saura. Tu connais un inventeur américain, il le saura. Alors que si tu es un inventeur congolais, il bug. Voilà. Absolument, il y a tout ça à changer. Bah oui. Donc, il ne faudrait pas, j'insiste, le changement des hommes, mais c'est un changement de système. Le changement de système aura pour moteur, le fil conducteur, ce que nous appelons le Kimuntu. Parce qu'aujourd'hui, le problème du Congo, c'est une crise une crise du Muntu. Nous ne sommes plus des Muntu. Nous sommes des Bantous, des Muntu. Nous ne sommes plus des Bantous. Voilà.
Nous sommes des Nyama. Je ne m'attendais pas à celle-là. Nous sommes des Nyama et donc il faut que nous ayons comme guide le Kimuntu qui fera que nous redevenions Muntu. Super. C'est sur ces mots qu'on va clôturer notre interview et on va devoir, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose de spécial, parce que notre temps, on a vraiment pété le timing, mais ça fait plaisir, c'est avec plaisir parce qu'en même temps, on a eu du mal à se connecter au tout début et comme on a pu rattraper le temps, je suis vraiment contente qu'on ait trouvé la solution B, hein, la preuve que les Congolais sont quand même bien débrouillards. On a trouvé la solution B, l'interview s'est quand même bien déroulé parce qu'on t'entend bien, les personnes ont pu te poser des questions en direct, ça veut dire qu'on t'a bien entendu. Donc, du coup, voilà, si tu peux nous parler justement de tes projets à toi pour clôturer, de tes souhaits à toi pour clôturer ton interview, comme ça, je vais enchaîner avec le petit temps qui me reste, la séquence de coaching prévue et libérer les téléspectateurs. Voilà, en tout cas, si j'ai un mot de la fin à dire, c'est de dire à la jeunesse congolaise consciente, parce qu'il y a une jeunesse congolaise qui est perdue, qui pense que soutenir le PCT, qui vous donne des petits t-shirts, des petits 2000 francs pour aller les soutenir dans les meetings, etc., alors qu'ils sont plus impopulaires que jamais, c'est ça un choix. Cette jeunesse égarée, il faut qu'elle revienne à des meilleurs sentiments et qu'elle pense vraiment au bien-être du Congo. Je dis à la jeunesse consciente, les jeunes de ras-le-bol, il y a des jeunes qui sont des vrais patriotes au Congo. Et heureusement, il en existe beaucoup. Ceux que j'ai rencontrés en 2015, lors du changement de la Constitution dans les rues de Pointe-Noire et de Brazzaville, ils sont nombreux. Ces jeunes-là, je leur demande de ne pas désespérer, de garder espoir. Nous nous organiserons, mais le premier combat que nous avons, c'est de se dire qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il n'y a pas de liberté qui arrive en claquant les doigts. La liberté est un combat. Parce que le créneau des gens du pouvoir, oui, ces gens-là, les Congolais doivent se prendre en main et savoir que la liberté, leur liberté, viendra d'eux-mêmes et non de qui que ce soit. Donc, c'est sur ces mots. C'est sur ces mots que j'ai vraiment aimé cette phrase. J'aimerais vraiment clôturer ton interview là-dessus pour garder le mystère et la beauté du reste. Sache que les personnes qui nous ont suivis en direct, il y a une personne qui dit qu'il faudrait que tu reviennes sur cette émission. Donc, donc pour le rassurer, ben voilà. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Et puis, je pourrais aussi évoquer d'autres sujets. Exactement. Et nous souhaitons... du virus, etc. Oui, parce que vous êtes dans la recherche biomédicinale. La théorie complotiste qui est à la mode là, oui, qu'on veut nous mettre des puces et tout ça là, je pourrais aussi m'exprimer sur ça parce que là encore, on veut envoyer les Africains à la mort. Tous ceux qui ont des thèses complotistes disent tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, ça fait plaisir. J'espère que pour la prochaine fois, on pourrait caler un rendez-vous. Et cette fois, on va essayer de se connecter bien avant pour éviter les désagréments d'aujourd'hui. Mais merci encore d'avoir répondu présent en direct sur ce plateau. Et j'espère que dans un avenir très proche, je vais pouvoir te recevoir en visioconférence avec ma communauté. Eh ben, merci d'être venu, Jean-Jacques Bayonne. Merci pour ta... Surtout à tous les auditeurs et merci du contretemps pour des soucis techniques que nous avons eus. En tout cas, 1000 fois merci de votre présence et puis on pourra continuer à dialoguer au travers de vos questions. Il n'y a pas de souci. Répondre à n'importe quelle question. Il n'y a pas de souci. Et si vous souhaitez répondre certaines personnes directement dans les compartiments commentaires de l'émission en direct. Désolée pour ma voix. Alors, je te souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.
Alors, mes doudous, j'espère que vous allez bien. Merci encore une fois de plus pour cette patience que vous m'avez témoignée. Et vraiment, une fois de plus, Jean-Christophe, je te remercie de ta fidélité. Tu es l'une des personnes les plus fidèles de cette émission. Alors, c'est toujours un plaisir de te le rappeler en direct. J'assume ce que je dis. Ça me fait vraiment plaisir ta présence à chaque fois. Donc, je vais nous balancer un jingle et ensuite, après, on va revenir avec notre sujet de coaching en espérant que que cette interview vous aurait apporté des réponses. J'ai pu poser qu'une partie des questions prévues pour notre interview selon le timing et on a suivi avec, on a fait avec le feeling, on a flow with the flow comme disent des artistes et au final ça a donné du contenu que finalement je trouve très 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 plaisant, fort plaisant et c'est avec plaisir que je l'inviterai à nouveau sur ce plateau et j'espère que ce serait cette fois de façon convenable, de façon conçue à respecter le thème, enfin, de notre émission. Donc, sans plus tarder, je vais vous mettre notre petit jingle que vous connaissez déjà et ensuite on va passer au coaching. J'espère que vous allez encore être là et vous allez patienter. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Hey, 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 j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va chez vous, voilà. Elle est de retour, Miss Lolita est de retour dans sa peau de coach, votre humble sœur, amie, artiste, collaborateur, tout ce que vous voulez, parce que sur cette page Facebook d'où je transfère ce direct, il y a une multitude de personnes qui me suivent pour des raisons, chacune qui leur, pour des raisons propres, pour des raisons qui leur sont personnelles à eux. Alors, c'est pour vous remercier encore une fois de plus. Là, on dirait que je vous remercie. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma page Facebook et que la communauté continue à grandir tous les jours. Je vous demande de faire un effort au lieu de me poser des questions sur l'interview en commentaire après l'émission, une fois que je suis occupée à faire autre chose. J'aimerais que si vous avez des questions, que vous faites un effort de venir participer en direct. Et c'est avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Donc voilà, pour terminer cette section, on va passer à notre section coaching en direct. Et honnêtement, je vais faire un effort pour essayer d'écourter parce que le temps est très précieux. Je sais que certaines personnes, ça ne les dérangerait pas de rester beaucoup plus longtemps, mais il y en a d'autres qui ont des choses à faire. Et ce message que j'avais prévu justement pour eux va directement être transmis. Donc, donnez-moi une petite seconde parce que j'arrive pas à enchaîner de parler et d'écrire en même temps. Alors, on va afficher la rubrique coaching en direct. Voilà, voilà, la rubrique coaching en direct va commencer là, maintenant, avec ce thème que vous allez voir affiché normalement sur l'écran. Et en attendant, je vais enlever d'abord encore le texte pour que vous puissiez lire, tout en espérant que vous m'entendez toujours, même si vous ne me voyez pas. Alors, notre sujet d'aujourd'hui est une question qui commence avec un « et si ?» 3 points de suspension. Et si le bonheur était avant tout une manière de voir les choses? Voilà, voilà notre sujet d'aujourd'hui. Je veux savoir ce que vous en pensez, étant donné que c'est une question, étant donné que c'est une supposition, étant donné que c'est une proposition, alors elle est ouverte à tous. J'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir récupérer un peu ce petit temps qui nous reste pour pouvoir faire ce coaching justement. Et ça tombe bien parce que ça colle exactement avec ça colle exactement avec le sujet de notre direct, le sujet qu'on a partagé avec des questions avec notre invité. Alors, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Avant d'enchaîner, je vais voir un peu vos commentaires pour voir s'il n'y a pas d'autres commentaires. Alors, juste le plaisir de voir.
je peux rester plus longtemps. Ah, ça fait plaisir, ça, tu peux rester plus longtemps. Super, ça fait vraiment plaisir. Des gens motivés comme toi, si je peux en avoir par centaines, ce serait génial d'ici maximum l'année prochaine, quoi. Ce serait vraiment génial. Mais tu resteras toujours toi, tu garderas toujours ta place. Tu sais, celui qui est au début, celui qui a toujours été là, on ne l'oublie jamais. Alors, retournons sur notre sujet du jour. Alors, j'ai choisi ce thème-là. Pour être honnête, je savais déjà que j'allais en parler un jour en direct, mais je n'avais pas fait le choix de le faire exactement aujourd'hui. Étant donné que, vu la situation, vu les circonstances, vu le sujet, pour continuer dans la même démarche de notre émission, pour rejoindre le sujet de l'invité, donc je vais développer un peu plus là. Pourquoi déjà le bonheur peut être une manière de voir les choses, parce que c'est ce que je dis. Et si le bonheur était une manière de voir les choses? Parce que les gens s'attendent que le bonheur soit quelque chose de physique. Certaines personnes, je ne généralise pas comme ceux qui savent, je suis coach, donc je parle des faits réels, des personnes qui ont une certaine vision de la vie complètement aliénée et qui les mettent complètement, totalement à côté de la plaque pour en rien du tout, au fait. Parce que tout simplement, ils ne voient pas les choses de la bonne manière, ils ne voient pas les choses de la meilleure des façons. Donc, au lieu de regarder en face, ils regardent à gauche. C'est normal qu'ils ne voient pas ce qui se passe à droite. Et si tu continues à espérer que les choses qui sont à droite t'arrivent alors que tu regardes à gauche, ça va être un peu compliqué parce qu'il va falloir tourner la tête. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Beaucoup de personnes sont dans une thématique qui n'est pas mal, parce que parfois, c'est bien de se dire que moi, mon bonheur, ou pour être heureux, il faut que j'ai une voiture, il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai une femme caucasienne ou africaine ou asiatique ou machin ou machin. Là, c'est faire que votre bonheur dépende de cette chose-là. Votre bonheur dépend de cette acquisition-là. Alors, moi, je ne vous recommande pas cela. Si vous pensez comme ça, il va falloir revoir un peu votre façon de voir les choses parce que ça va être un peu compliqué. Si vous êtes dans une période, dans une phase de la vie où vous avez besoin de penser comme ça pour pouvoir atteindre vos objectifs, mais que vous savez que ce n'est qu'une vision temporaire que vous avez besoin de mettre ou d'infliger, par exemple, parce que c'est carrément une torture à votre corps de croire à cela jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs et ensuite, après que vous avez atteint vos objectifs, vous reprenez la réalité. Il n'y a pas de souci. Dans ce cadre-là, je peux comprendre, parce qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, heureusement ou malheureusement, dans l'étude humaine, on arrive à voir vraiment des cas qui peuvent être passionnants. Voilà, pas bizarres, non, parfois ils sont passionnants, parce que ça te démontre des visions différentes que tout le monde peut avoir de la vie, sans forcément avoir l'apparence que l'on attend d'une personne qui voit des choses de cette façon. Alors voilà, essayez de voir un peu et d'être plutôt réaliste. Si c'est dans un but précis et que chacun de vous savez comment vous structurez les choses dans votre tête, quelles sont vos envies, je l'ai toujours dit, quels sont vos désirs, quels sont vos objectifs. Alors si c'est dans un but d'atteindre un objectif et ensuite reprendre la réalité et continuer, tant mieux. Mais je pense que même ceci n'est pas une bonne chose parce que forcément, quand l'habitude s'installe, ça devient une seconde nature. C'est pas facile d'enlever une habitude qui s'est déjà installée. Donc, je vais revenir encore et être ferme sur ma première proposition de tout début, de ne pas choisir du tout cette vision de voir les choses, car vous matérialisez votre bonheur. Vous matérialisez ce qui n'est pas censé être matérialisable, car le bonheur ne dépend pas de cette personne-là. Ton bonheur ne dépend pas de cette femme asiatique ou africaine ou caucasienne ou américaine ou indienne. Elle peut faire ton bonheur, mais ce n'est pas, vous comprenez? Il ne faut pas voir le bonheur de cette façon-là, sinon vous allez être totalement limité. Il ne faut pas se dire aussi que non, mon bonheur, je serai heureux dans ma vie quand j'aurai fini de construire telle maison, j'aurai fini d'avoir une Ferrari, parce qu'il y a des gens, vous allez attendre parfois jusqu'à la fin de votre vie, cette Ferrari n'arrivera jamais. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez passé toute votre vie dans vos analyses, quand vous allez avoir un certain âge et que vous allez commencer à voir un peu ce que vous avez fait, vous allez être dans la déception totale, alors que vous allez passer à côté et ignorer peut-être des belles choses qui se sont passées à côté, que vous n'avez pas vues parce que vous étiez focus dans la mauvaise direction, focus dans la mauvaise vision des choses, focus dans la mauvaise façon de penser. J'espère que quelqu'un me suit. Sinon, j'arrive. Alors, dans cette thématique-là, ce n'est que la façon de voir les choses. Cette proposition que je viens de laisser ici, juste à côté, voilà, ici, sur cette photo qui s'affiche, je vous propose d'y penser, pas forcément de croire. Je ne suis pas Dieu, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous propose de réfléchir au fait que si le bonheur était
tout simplement une manière de voir les choses et que ce n'était pas quelque chose de matériel, ce n'était pas quelque chose de physique, quoique les choses matérielles et physiques peuvent faire le bonheur, peuvent faire le bonheur. Il y a une différence entre peuvent faire le bonheur et être le bonheur. Le verbe être et le verbe pouvoir être, c'est pas du tout la même chose. Donc, une fois de plus, on rentre encore dans une vision des choses, dans une manière de comprendre des choses, dans une manière d'assimiler ce que l'on t'apporte comme comme vision. Donc, et enlève toutes tes idées négatives dans la tête qui peut te trottiner actuellement quand je suis en train de parler de tout ça. Enlève tout ce qui peut être jugement. Enlève tout ce qui peut être, voilà, négatif. Essaie de rentrer dans une, comme si tu te mets dans une bulle de positivité. Là, j'ai fait une pause exprès pour pouvoir limiter ma voix. Et ensuite, tu respires. Tu prends une grande respiration. Tu inspires. Bloque le souffle et expire. Là, tu peux être en communion avec moi. Peut-être que tu vas venir et rejoindre ce que j'essaye de dire. Alors, le bonheur, mon cher, ma sœur, mon frère, tout ce que tu veux, n'est pas une chose qu'on matérialise, n'est pas une chose qu'on voit forcément, qu'on touche forcément. C'est quelque chose qui est dans notre esprit, qui est présente partout. Il suffit juste de le voir, de le saisir, de faire appel à lui, de le ressentir. Vous comprenez? Voilà. Si vous partez dans une vision des choses que c'est quelque chose de matériel, alors changez tout simplement de nom. N'utilisez pas le bonheur. Dites-vous par exemple, moi pour me faire plaisir dans la vie, pour être vraiment heureux, j'aurais bien aimé avoir une Ferrari. Ne dis pas que ton bonheur dépend du fait que tu auras cette Ferrari-là, parce qu'en attendant ta Ferrari, mon cher, tu passeras des cauchemars, tu vas faire vivre un enfer à ton entourage, parce que les gens qui ont choisi cette façon de voir les choses ont causé du tort autour d'eux sans se rendre compte. Et une fois qu'ils ont vieilli, qu'ils sont devenus tout fripeux, tout papy, tout mamie, et ils commencent à réaliser, bah, il est déjà un peu trop tard, ils demandent pardon aux petits-fils qui ne reviennent plus jamais à la maison à cause du comportement qu'ils ont eu à avoir dans leur vie, pendant que ses enfants ou ses arrière-petits-enfants avaient besoin de lui, de son soutien. Il était ferme dans sa vision des choses, tellement dures. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Parce que pour lui, il se disait que le bonheur, si on va prendre, c'est un ancien combattant par exemple, pour lui dans sa vie, le bonheur c'est comme ça, droit, comme ça, voilà, toi tu fais pas tout, ouais, c'est l'armée. Non, faut se calmer, c'est pas l'armée. Ils sont libres, c'est des êtres humains libres, ils ont le droit de penser différemment de toi, et ils ont le droit d'avoir la vision du bonheur qui n'est pas la même que la tienne. Donc, moi je pars sur une vision des choses qui dit que le bonheur est avant tout une manière de voir des choses. C'est encore juste une option parmi plusieurs, mais c'est l'option la plus, après avoir fait le tour, parce que moi, avant de parler des choses, des sujets, je réfléchis. Je me dis, je regarde les côtés positifs, les côtés négatifs, les côtés neutres, même les côtés neutres, les côtés positifs, les côtés négatifs, ça revient toujours au même. Alors, on a un commentaire. Voilà, le premier de Christophe qui dit le bonheur, c'est plein de petits moments de journée, par exemple. Voilà, ça peut être vraiment une bonne façon de voir les choses. Ça veut dire que tu profites de certaines choses, que tu la vois dans une vision où voilà, ta vie peut être remplie de bonheur en voyant les choses de cette façon-là, et pas juste attendre un seul bonheur. Et il dit encore, le bonheur, c'est quand tu donneras ton 06, d'accord. Merci, ok. Ton bonheur, attends, ce serait quand je te donnerai mon 06. Ok, j'ai capté. C'est dans les bails, mais on va revenir sur le vif du sujet, ok. Donc voilà. Et pour parler de ce que nous étions en train de dire tout à l'heure à propos du bonheur, et si, encore une fois de plus, je te propose, mon cher, ma sœur, et si le bonheur était avant tout une manière de voir les choses, réfléchis-y, et peut-être que tu trouveras un sens à certaines choses qui t'échappent actuellement, et peut-être que tu trouveras un sens à certaines choses sur lesquelles tu ne t'es pas posé des questions, ou peut-être que tu verras autre chose que tu n'as pas forcément levé les yeux pour voir. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Je vous ai toujours dit de vous ouvrir à plusieurs possibilités et de ne pas se fermer que sur une seule possibilité des choses. Alors, déjà pour ceux qui matérialisent le bonheur, je vais vous dire que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça ne vous aidera pas parce que vous êtes en train de définir le bonheur comme étant quelque chose de matériel. Ça veut dire que vous allez vous empêcher de vivre, vous allez vivre des moments pas terribles parce que vous ne serez pas heureux constamment tant que vous n'avez pas encore reçu ce truc matériel. Alors que le bonheur peut être tout simplement quelqu'un qui passe et qui te fait un sourire,
et qui guette ta journée, au fait. Alors que le bonheur, ça peut être tout simplement, ah ben aujourd'hui, ben, j'ai bu je sais pas, je vais pas citer des noms de boissons fortes, mais je prends un exemple. J'ai bu une boisson qui m'a rafraîchi, qui m'a fait du bien. Oh, quel bonheur. Ça peut être la présence de quelqu'un qui t'est cher, la présence de quelqu'un qui est toujours là dans ta vie, qui ne t'abandonne pas dans les moments les plus difficiles. Oh mon Dieu, quel bonheur. Tu vois, c'est, voilà. Mais si on part dans la matérialisation du bonheur, c'est compliqué. Ces personnes qui sont là présentes pour toi actuellement dans ce moment vivent un enfer que toi, tu ne réalises pas parce que tu es dans une thématique. Il faut savoir que quand on s'entoure ou quand on a des gens autour de soi ou quand on a de la famille, des amis, des proches, qu'on est dans une relation amoureuse, le vrai souhait de chacun, je ne parle pas des mauvais, ni des mégères, ni des sorcières, hein, ni des sorciers non plus. Je parle là vraiment des gens qui sont bienveillants, qui veulent votre bien. Eh bien, ces gens-là, ils veulent vous voir heureux. Ils veulent vous voir nager dans le bonheur. Ils vous le souhaitent et ils le feront s'ils le pouvaient. Mais vu que vous avez fait le choix de matérialiser votre bonheur, si c'est dans leur capacité et qu'ils peuvent vous rendre heureux, ils vont le faire. Ils vont vous acheter cette chose si ça s'achète. Ils vont vous l'offrir cette chose si ça s'offre. Mais s'ils ne peuvent pas, du coup, les personnes, tu vas te mettre dans une thématique de la vie où tu verras les gens comme s'ils servent à rien. Et c'est souvent la vision des gens qui matérialisent leur bonheur et qui font vivre un cauchemar aux gens qui sont autour d'eux, que c'est des enfants qui payent les frais, les pots cassés, les femmes et tout le reste. Donc, déjà, le côté matériel, oups, éliminé. Second, alors, le fait qu'on a dit qu'ils le mettent sur un état matériel, ça peut être physique, ça peut être voilà, financier, ça peut être quelque chose, tout ce qu'on vient de citer. Je vais juste remettre quelque chose sur mon écran pour pouvoir rester dans la rubrique de notre coaching. Voilà. Et donc, pour terminer, parce que honnêtement, je souhaite pas rester beaucoup plus longtemps, car ce sujet, il est vachement vague. Je souhaiterais peut-être l'aborder une fois dans une conférence où j'aurai beaucoup plus de temps pour pouvoir expliquer et peut-être on verra bien. Mais là, sur le moment, c'est quelque chose que nous devons évoquer, c'est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir et y penser. Voilà. Donnez-moi des exemples pour vous, des choses qui vous rendent heureux, des choses qui font votre bonheur sans même que vous ne vous rendiez compte en commentaire. Ça me fera toujours plaisir de vous lire avant et après. Je lirai vos commentaires, même s'ils ne s'afficheront pas, par exemple, sur l'écran actuellement, parce qu'il n'y a que ceux qui sont en direct qui ont ce privilège-là de se voir afficher leurs commentaires en direct. Mais même si vous ne regardez pas cette vidéo en direct et que vous la regardez en rediffusion, n'hésitez pas de me laisser en commentaire quelle est votre vision du bonheur, quelle est votre vision du mot « je suis heureuse »,« je suis quelqu'un d'heureux ». Enfin, autour de notre thème. Alors, donc, pour revenir encore, la vision des choses. Pourquoi? La manière de voir les choses. Pourquoi? Pourquoi je vous le conseille? Parce que c'est très, très, très bénéfique. Quand vous rentrez dans la thématique de se dire que le bonheur, en fait, ce n'est qu'une vision. En fait, c'est une façon de voir les choses, en fait. Vous allez comprendre beaucoup de choses qui m'ont aidé moi et que c'est pour ça que je viens le partager ici, en espérant que ça aide quelqu'un, en fait. Vous comprenez? Parce que il y a des moments où parfois, je vais vous donner un exemple. On va aller en Somalie, on va aller en Syrie, ou on va aller, je ne sais pas où, moi, dans des pays où il y a les conditions les plus pires qu'on peut imaginer. D'accord? Ou, par exemple, en RDC, là-bas, là, entre les pays où il y a tout le temps les guerres à cause des coltans et des diamants. D'accord? On arrive dans ces secteurs où la population est marchée dessus, non respectée, où ils sont privés de liberté ni de vie. Tu arrives là, toi, avec ton look de touriste, je suis frais, je viens de la ville, je viens de la cité. Il se passe 2-3 trucs en route sur la voiture, tu es au mode, c'est ce désagrément total. Tu n'es pas content parce que wesh, je suis resté dans le véhicule, on a dû pousser et tout le reste. Tu commences à te mettre déjà dans des espèces d'états pas possibles. Et tu arrives, tu vois des gens dans ce village que selon toi, dans ta vision des choses, tu les trouves malheureux. Ah, comment on peut vivre dans ces genres de conditions? Ah, comment on peut vivre dans une maison pareille? Ah, comment on peut vraiment respirer dans un endroit pareil? Mais eux, ils sont heureux. Ils ne voient pas ce que toi, tu es en train de voir. Ils sont, selon toi, tu te dis, mais on ne peut pas déborder de joie en vivant dans des conditions pareilles. Et là, je ne parle pas de toi qui me suis, je parle de toi, l'exemple de la personne que j'ai prise. Donc, à ce moment-là, des questions vont te revenir dessus et c'est ça la réalité. La réalité est que toi, dans ta vision du bonheur,
tu t'es dit dans la tête que tout doit être parfait, le cadre doit être hyper luxueux, des choses doivent être comme ci, comme ça, tu vas matérialiser la vision de ton bonheur. Mais eux, en face, ils n'ont pas matérialisé leur vision de bonheur. Une journée qui se passe bien, sans problème, sans guerre, c'est déjà un ouf. Voilà, c'est magnifique. Bon, une journée ordinaire dans laquelle quelqu'un va venir l'offrir un petit truc, c'est une journée magnifique. Même avec ou sans cadeau, ils rigolent, ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils ne sont pas dans la matérialisation du bonheur. Ça ne les empêche pas d'avoir des rêves. Ça ne les empêche pas de se dire, moi, je rêve d'avoir ma Ferrari, mais ils n'attendent pas d'avoir la Ferrari ou d'avoir la maison à Paris ou à Pointe-Noire au Congo, là-bas, ou en ville, tout simplement, pour pouvoir être heureux. C'est ce que fait l'inverse, c'est ce que font les gens en général, ils inversent cette tendance-là. C'est pour ça que je suis en train de préciser encore dans ce direct que, et si vous essayez tout simplement de voir le bonheur comme étant une manière de voir les choses, vous verrez peut-être d'autres choses de la vie autrement, d'autres visions de la vie autrement. Alors, on va laisser ceux qui ont matérialisé le bonheur et on va passer sur ceux qui espèrent que le bonheur devrait être d'une certaine manière, d'une certaine couleur, d'une certaine vision. Alors, déjà, s'il s'agit de votre propre bonheur, vous êtes dans le plein droit de l'imaginer comme vous voulez, de le souhaiter comme vous voulez, vous comprenez? Là, il n'y a pas de souci. Par exemple, si toi, pour toi, bon, en parlant de toi, cette personne, on est passé sur l'exemple 2, parce que j'essaie de vous faire suivre. Je n'ai pas le tableau pour vous mettre des choses comme ce n'est pas un webinaire, on est en direct. Donc, deuxième exemple. Pardon, j'ai failli faire ça. Donc voilà. Deuxième exemple. Donc là, on est passé sur la personne numéro 2. J'ai aimé ce truc parce que je viens juste de réaliser. Bref. Revenons sur le sujet. Ne vous embrouillez pas. Respirez un coup. Voilà. On se reconnecte à l'instant présent. Ça y est, c'est fait? Tu as respiré? Voilà, revenons. Donc, au lieu de se compliquer la vie, à se dire, parce que je m'adresse à, souvent, ça c'est des trucs de meufs, ça. Il y a des hommes comme ça, mais je vais m'adresser aux filles, précisément. Ça, c'est vraiment un truc de fille, ça. De se dire que le bonheur de ta vie dépend de si tu es marié. Le bonheur de ta vie dépend de si, ou ça, ou ça. C'est désolant. C'est triste. C'est triste. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à un niveau de leur vie où ils se disent merde, je me suis mariée, mais je ne suis toujours pas heureuse. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as matérialisé encore une fois de plus ton bonheur, parce que tu as stigmatisé ton bonheur, parce que tu t'es dit, tu t'es fait tellement d'attentes sur le mot bonheur et être heureuse que tu t'es dit que oui, le mariage, la robe blanche, tu l'as eu, la bague, tu l'as eu, la personne qui devait se marier avec toi, que ce soit un homme, une femme, un gay, un trans, tout ce que tu veux, tu l'as eu. Mais après là, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas ça le bonheur, en fait. Tu vois, parce que tu t'attends trop à des choses, tu es en train de cataloguer, de mettre des menus sur le bonheur, alors que le menu du bonheur est tout simplement omniprésent, omnipotent. Quand tu as besoin de lui, c'est comme Dieu, tu l'appelles, tu le ressens, tu fais appel à lui, on ressent le bonheur. Quand, pour une chose et une autre, quand tu n'es pas content, quand tu es malheureux, quand tu es triste, tu ressens ces choses-là, d'accord? Quand tu es heureux également, tu le ressens. Je vais te proposer un exercice. Fais un effort. À chaque fois que tu vas vivre quelque chose qui te fait plaisir, expérimente pleinement ce moment-là. Profite pleinement de ce moment-là. Supposons, je donne n'importe quel exemple, supposons qu'aujourd'hui, tu vis quelque chose de très heureux, quelque chose qui te fait plaisir. Reste dans cette thématique-là. Profite, parce que tu es quand même en train de vivre quelque chose de bien, quelque chose qui peut être assimilé au bonheur. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à changer ta vision des choses, à commencer à changer ton ressenti vis-à-vis du bonheur, parce que tu expérimentes le bonheur. Tu le vois quand il est là. Il y a des gens qui ne voient pas le bonheur. Même quand il est là, ils ne le voient pas. Ils sont toujours en train de chercher un bonheur, mais ils se demandent, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi, mes chers, mes sœurs? Vous cherchez quoi, mes frères? Vous cherchez quoi? Regardez seulement autour de vous. Vous allez voir qu'il y a déjà un bon début. Ne confondez pas le bonheur avec vos rêves. Ne confondez pas le bonheur avec vos objectifs. Ne confondez pas le bonheur avec ce qui devrait être. Non, on stigmatise et tout ça, ça fait partie de comment on voit les choses dans la vie, dans la tête, comment on a été éduqué, où on a été élevé.
notre entourage, au fait. Voilà. Et personne ne t'a empêché de te développer. Si certaines choses, tu te rends compte que ben, tu n'avais pas et qu'aujourd'hui, tu as la liberté de pouvoir t'informer, déjà ne fût-ce que pour aller sur Google, ou encore ou d'avoir accès à certaines informations, personne ne t'a jamais empêché d'essayer de te développer. Tu peux commencer par toi-même à aller chercher des réponses à tes questions. Là où tu sens des bugs, où tu te dis, ah là, je bug vraiment, quoi, je comprends pas ci, je comprends pas ça. Pourquoi ne pas faire en sorte d'apporter des réponses à ton corps? Car ton corps communique avec toi. Si tu as l'habitude, pour ceux que je coach, ils connaissent très bien l'importance de mes phrases comme, ça va leur parler, des phrases comme l'écoute de soi, par exemple, c'est très, très, très important. Donc, si tu n'as pas l'habitude d'écouter ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit, et déjà de faire la différence entre quand c'est ton corps qui veut, le corps c'est le côté charnel, et quand c'est ton esprit qui veut, et ça c'est le côté où c'est plus intime, c'est plus un besoin qu'on ressent, que c'est presque une nécessité, d'accord? Quand tu aurais assimilé le tout, tu reviendras me voir, tu reviens me dire un truc. On verra si ça t'aurait aidé ou si ça ne t'a pas aidé. Tu me diras de toutes les façons, ça me ferait plaisir de lire vos retours. Si vous appliquez les exercices que je vous donne et que vous êtes dans des situations qui sont justement les problématiques des sujets du coaching, eh ben profitez-en, c'est gratuit. Alors essayez d'appliquer, vous n'avez rien à perdre, et puis vous allez voir. Essayez de voir le bonheur déjà comme étant une manière de voir les choses et non quelque chose de matériel, quelque chose que tu dois t'attendre à ce que tu l'as fait un tableau, il sera comme ça, comme ça. Non, je vais te proposer d'autres mots à remplacer à la place du bonheur. Je vais te proposer d'autres mots à remplacer à la place d'être heureux. D'accord? Pour ne pas que tu stigmatises ces deux choses-là qui sont tellement très, très, très importantes parce que des fois, il y a des gens, quand il leur arrive un malheur, ça y est, c'est bon. Dans le malheur, ils ne trouveront jamais le bonheur. Jamais, jamais, jamais. Parce que pour eux, c'est improbable, c'est pas possible. Ils comprendront toujours pas comment les gens qui sont là-bas dans des pays où c'est dur, ils font pour sourire alors qu'ils sont dans la merde. Ils ne comprendront jamais. Donc, voilà, essayez de voir les choses autrement et vous allez voir que ça va débloquer beaucoup de choses que vous ne vous attendez pas. Essayez aussi de vous apporter l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est important. On a eu l'enseignement scolaire, oui, bien sûr, de l'école, le droit de l'État sur nous, pour qu'on puisse avancer, qu'on soit des citoyens modèles, ou au moins un citoyen voilà, civilisé ou formé ou tout ce que vous voulez. Ensuite, on a l'enseignement familial qui vient de l'éducation de la part de nos parents, de nos familles. Il y en a qui ont la chance d'avoir des parents qui ont fait tout leur nécessaire, qui font tout leur nécessaire, mais il y en a qui ont malheureusement pas cette chance-là et qui ont quand même des parents qui sont aimants parce qu'ils pensent à eux. C'est comme les gens qui me demandent de faire le mentorat pour leurs enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il sait qu'il n'a pas le temps. Il sait qu'il ne peut pas abandonner ses business. Il ne peut pas abandonner ses business et tout. C'est très important. Il doit tenir sa famille. Il doit faire tourner sa famille. Mais il ne laisse pas complètement son enfant. Donc, il va trouver une solution alternative pour pouvoir permettre aux enfants d'avoir un enseignement que lui, il trouve digne, bien et qui pourrait aider ses enfants à l'avenir, chose que lui ne peut pas faire par lui-même. D'où les gens pensent à prendre des nounous, par exemple. Mais quoi que les nounous, ça ne remplacera pas le rôle d'un père ni d'une mère. Il faut savoir faire la part des choses et accorder du temps à vos enfants. Parce que le bonheur de vos enfants dépend aussi de tout ça. Essayez de remarquer les expressions faciales de vos enfants, leur état d'âme, leur état d'esprit, quand vous êtes avec eux, quand vous faites des choses gaies. Voilà. Ne multipliez pas d'actions, de dons, de cadeaux, de beauté, machin, tout, que des donations. Les enfants ne verront plus la valeur des choses que vous allez leur donner. Essayez de structurer sur tout ça. Je parlerai de ça dans un autre direct. Moi, je vais retourner sur notre sujet principal. Alors, donc voilà, si par exemple tu es dans cette situation actuellement où tu avais matérialisé ton bonheur, que tu avais stigmatisé la vision de ton bonheur, essaye d'appliquer les conseils que je viens de te dire et puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Parce que pourquoi? Je pense que c'est le mieux qu'il faut faire parce que tu seras déçu. Pour te dire, tu seras déçu. Sur le fait que tu le matérialises, si tu ne te donnes pas à 200% pour pouvoir atteindre tes objectifs et réaliser ton rêve que tu considères comme le bonheur ultime, tu vois, et s'il ne se réalise pas, tu ne verras pas le bonheur autrement, tu ne vivras pas le bonheur sur le temps présent. Tout ce que les gens font pour essayer de te rendre heureux, pour essayer de te donner un bonheur, tu ne le verras pas.
jusqu'à ce que tu atteindras tes objectifs, tu comprends? Et même quand tu atteindras tes objectifs, peut-être tu te retrouveras tout seul. Les gens, ils en ont eu marre, ils pourront pas faire le chemin avec toi. Ils se sont arrêtés en cours de route et tu te retrouves tout seul, comme beaucoup de personnes qui ont atteint leurs objectifs tout seul au sommet. Personne ne le supporte parce qu'il s'est tellement acharné, il est devenu méchant et tout le reste, personne ne le supporte. Et il se demande pourquoi il est comme ça, mon cher. Si tu te demandes pourquoi tu es comme ça, voilà, c'est un peu ça la réponse à la question, d'accord? Et ensuite, pour répondre maintenant à un sujet qui est souvent assimilé au cas de femmes, non, je suis encore en direct, je vous prie, il y a plein de monde sur le site de IGC et le site de Miss Lolita. Nous allons répondre, moi personnellement de mon côté, parce que ça, c'est des personnes qui m'ont contacté. Moi, je répondrai tout à l'heure car je suis en direct. Voilà, donc pour dire que pour ceux qui, on va parler des femmes, parce que c'est souvent les femmes qui font ça, qui stigmatisent la vision de leur de ce qui est censé être le bonheur en se disant, j'ai pris l'exemple du mariage parce que c'est le mariage c'est le plus courant, d'accord, c'est le plus courant. Par exemple en Afrique, c'est ça, en fait, il y a beaucoup de femmes, elles se disent, c'est pas de leur faute en même temps. Ces gens-là, quand ils ont grandi dans une famille où on leur fait avaler du Disney matin, midi, soir dans la tête, ils se disent que voilà, le bonheur ultime, c'est le prince charmant. Et elle se marie et elle tombe sur un papa fouetteur, tu captes? Ou pas? Et la vision du bonheur, il va être où là? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Eh ben, il est là. Il est là, le bonheur. Il est là. Il a toujours été là, le bonheur. Il faut juste que toi, tu ailles le chercher. Il faut juste que toi, tu le vois. Il faut juste que toi, tu fasses un pas vers lui pour pouvoir le toucher pleinement et puis pouvoir le ressentir et te dire que même dans ma misère, même dans ma galère, même dans peu importe ce qui m'arrive, même si moi, dans ma tête, je ne me considère pas au niveau de level de ce que je m'étais fixé d'atteindre quand j'aurai cet âge que j'ai aujourd'hui, mais regarde un peu en arrière, free back, regarde tout ce que tu as accompli derrière et c'est déjà au moins une raison pour se réjouir. C'est déjà une raison pour être heureux déjà, pour commencer. Si tu cherches des raisons, parce qu'il y a tellement de gens qui sont tellement téméraires, ils ont besoin des raisons pour pouvoir t'écouter. Si tu cherches des raisons. Regarde aussi autour de toi. Si tu as la santé, si tu respires, si tu n'as pas de problème respiratoire, tu ne respires pas avec un appareil, on te transporte sur un lit d'hôpital. À partir du moment où tu es debout là, tu es vivant, tu es debout. C'est déjà une raison d'être heureux. Parce que tu ne peux pas savoir ce que c'est que la santé pour certaines personnes qui sont clouées au lit, qui sont clouées sur les hôpitaux, en train de demander de l'oxygène pour qu'on puisse les réanimer contre le Covid, par exemple. Tu comprends? Donc, il y a plusieurs raisons. Si tu considères que le bonheur est omniprésent, omnipotent, tu verras. Tu verras à n'importe quel moment où tu te sentiras triste, à n'importe quel moment où tu te sentiras pas bien, pense à cette phrase. Tu te diras, mais malheureusement, enfin, heureusement que le bonheur, il est toujours là quelque part, quoi. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est d'aller faire quelque chose qui te rend heureux, faire quelque chose qui te rend, qui te met de bonne humeur. Par exemple, écouter de la musique, appeler quelqu'un qui t'est cher, faire quelque chose qui te, voilà, faire du sport. Je ne sais pas ce qui te rend heureux, chacun son truc, mais au moins de faire ce qui te rend toi heureux pendant un instant. Et ensuite, le reste suivra. Tu verras que déjà cette tristesse, déjà cette colère, déjà cette haine va pouvoir s'évaporer déjà pendant un moment, laisser place à un moment de bonheur. Et à ce moment-là, dans ce moment de bonheur, si tu restes dans cette thématique-là, tu es reparti pour une nouvelle journée, tu es refait. Tu vas oublier ce qui s'est passé jusqu'à ce que quelqu'un va venir te le rappeler. Et bien là, retour à la réalité, parce que comme je vous ai dit, le bonheur est omniprésent, omnipotent. Il n'est pas forcément là il n'est pas forcément là comme quelque chose qu'on peut matérialiser, que tu attrapes comme ça, avec, comme moi je viens d'attraper ce crayon. Si je ne lâche pas, il tombera jamais. Ah non, le bonheur, tu ne peux pas le matérialiser comme ça. Tu ne peux pas non plus aussi te dire que cet écran-là, c'est le bonheur. Parce que là, tu es connecté avec moi, oui, et tout. Mais si tu n'as plus de connexion, on n'est plus connecté. Donc, par exemple, voilà. Donc, essayez de voir des choses d'une autre manière. Et essayez cette technique que je vous ai dit de voir le bonheur comme si c'était juste une manière de voir les choses. Je développerai là-dessus, si vous voulez que je développe là-dessus sur ce sujet. Comme je vous ai dit, il est vague et il peut parler à beaucoup de gens, dans beaucoup de thèses, dans beaucoup de sens. Donc, n'hésitez pas de me le laisser en commentaire. Voilà, voilà.
la section coaching d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est vraiment ce que je souhaitais à vous partager parce que je ne vais pas vous retenir encore beaucoup plus longtemps qu'ici. Maintenant, je vais vous mettre certains liens en commentaire si vous voulez bien, si vous me le permettez, pour en savoir plus sur IGC Agence. Et pour ceux qui ont vu, le webinaire que j'ai dû partager, qui n'était pas censé normalement de base être là. Donc, mais je vous l'avais mis parce que je partage tout avec ma communauté. Ben, je ne mens pas. Hein. Quand je vous dis que je partage tout, je partage tout. Donc, voilà. Et aussi, la vraie raison principale, c'est surtout parce qu'on m'a beaucoup demandé. On m'a beaucoup demandé. Je connais des artistes qui sont en galère. Je connais des entrepreneurs qui sont en galère actuellement, qui regrettent de ne pas avoir écouté les conseils, de ne pas avoir fait telle chose et qui se retrouvent dans la merde. Et voilà. Donc, nous, on est là pour essayer de trouver des solutions alternatives. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a toujours une solution. Donc, pour en savoir plus, justement, sur IGC, je vous mets maintenant le lien en commentaire qui va s'afficher juste en bas. Normalement. Et je vais pouvoir vous le mettre sur l'écran. Donc, là. Voilà, comme ça. Et on enlève notre sujet de coaching du jour. Et ensuite, donc le lien qui atterrit normalement, vous allez sur www.igcagence.com qui s'affiche là maintenant. Vous allez dessus et vous allez savoir quels sont nos services qui sont ouverts pour aider dans la communication digitale, le marketing digital, pour faire propulser vos projets, vos campagnes publicitaires. Si vous avez besoin de faire connaître un produit, vous avez une marque, vous êtes un entrepreneur et que vous souhaitez avoir de faire une campagne ou de faire une publicité ou d'attirer plus de clients vers vous. Et voilà, nous, on met en place tout ça. Et pour en savoir plus, je ne suis pas là pour vous expliquer ça aujourd'hui. Je vous mets juste un petit extrait. Donc, vous pouvez y aller le chercher. Pour l'invité du jour aujourd'hui, comme vous l'avez su, c'était Jean-Jacques Bayonne qui a répondu présent aujourd'hui sur le plateau avec toutes les complications possibles qu'il y a eu au niveau de la communication et de tout le reste. Donc, du coup, merci à ceux qui ont pu patienter, à ceux qui ont supporté tous ces trucs de connexion et tout le reste qui sont quand même restés jusqu'à la fin. Et je remercie mon cerveau d'avoir pensé à la solution B, car j'étais partie, moi, pour arrêter totalement et de le recaler pour une autre fois. Donc, finalement, on a dû finir par faire un interview audio au lieu de faire un interview visuel. Dans le cas contraire, vous aurez eu plus de coaching et moins d'interviews. Et là, dans le côté bénéfique, vous voyez, avec un peu de patience, avec un peu de patience, hein, ça résume tout. On finit toujours par faire les choses. Alors, seconde chose que je vais vous laisser en commentaire, c'est mon site web personnel. Alors, les services qui se font sur mon site web personnel, je vous le mets juste là, en commentaire normalement déjà. Il s'affiche sur misslolita.net, c'est mon site personnel pro, voilà, qui mélange mes activités personnelles et artistiques, ma boutique en ligne. Ça n'a rien à voir avec l'agence. Ça a toujours été là pour ceux qui connaissent et qui savent depuis très, très, très longtemps, pour écouter ma musique, pour pouvoir écouter pour pouvoir voir mes clips vidéo, pour pouvoir profiter de l'espace, mis en place pour les membres, pour découvrir les services de coaching que je fais, réserver en ligne une séance. Voilà, c'est possible directement sur mon site dans la partie service. Et la dernière des choses, et encore l'avant-dernière des dernières que je vais vous sentir là maintenant, c'est la partie replay de l'émission. Ça, c'était très important, il fallait que j'en parle, il fallait vraiment en parler, d'accord? Et c'est ça, la partie replay de notre émission. Aujourd'hui, vous l'avez regardé en direct sur YouTube et sur Facebook. Sachez que la rediffusion sera mise en ligne sur le site. Vous allez sur misslolita.net, vous allez sur direct. Pour ceux qui connaissent déjà mon site, pour les membres, vous connaissez déjà comment ça fonctionne, mais si vous n'avez jamais fait un tour sur mon site, vous allez sur www.misslolita.net/direct. Et vous cliquez juste sur play, sur la photo qui s'affiche juste là à côté. Vous cliquez sur play. Si vous avez raté une émission, par exemple, si vous avez raté un direct du samedi que vous souhaitez revoir, eh bien, il est disponible normalement à partir de 7h que nous sommes en direct, qui est 20h. Le direct, il est déjà disponible. Donc, celui-ci, il sera disponible sur le site sûrement à partir de 22h, avant que j'aille me coucher, j'espère, parce que je suis crevée. Je vais devoir vous le mettre sur le site quand même. C'est une promesse avant que je puisse me
coucher. Alors, pour terminer, voilà, le dernier de chez dernier, c'est au niveau de toujours sur mon site, mais au niveau de la musique, vous avez une partie qui vous est réservée pour ma musique. Vous pouvez télécharger, écouter si vous voulez, en streaming tout simplement, mais pour télécharger, c'est possible. Vous pouvez télécharger directement sur mon site si vous n'avez pas d'autres plateformes de téléchargement ou des abonnements, genre Spotify, Apple Music et tout le reste. Vous pouvez le prendre directement sur mon propre site web. Il suffira de rentrer votre adresse email et vous allez recevoir un fichier automatiquement. C'est vraiment pas compliqué. Je pense avoir vraiment fait le tour. Donc voilà, donc en savoir plus sur Miss Lolita et le groupe, vous allez sur le site misslolita.net et vous saurez tout sur votre artiste, sur votre présentatrice de cette émission, l'invitée que vous m'avez fait l'honneur de patienter et de rallonger. C'est la première fois que je fais une émission aussi longue depuis que j'ai commencé l'invité. Donc, je vous fais des gros bisous et j'espère qu'on pourrait se revoir très, très, très bientôt au cours de la semaine, si je peux, au fait, venir en direct sur mes réseaux. Sinon, prochain rendez-vous pour l'invité, ça sera samedi prochain à partir de 17h30 à 18h30. Donc, voilà, vous allez découvrir l'invité courant de la semaine, le mercredi maximum. Normalement, vous découvrez l'invité et vous pourriez poser des questions, préparer vos questions, me les envoyer inbox, comme ça, moi, je pourrais poser des questions à l'invité quand il sera avec nous sur le plateau. Et ensuite, vous avez la section coaching en direct que nous faisons à la fin, une fois que l'invité est passé, et puis le plateau est ouvert aux participations. Là, je ne vais pas ouvrir le plateau aux participations, malheureusement, parce que nous avons déjà pris beaucoup de votre temps. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et on se voit à très, très, très bientôt. Au revoir. Je vous laisse partir avec le jingle et on se voit samedi prochain. Au revoir. Bisous, bisous.